Ils aiment ça être moins... J'adore le monde ponctuel, puis arrêtez de faire chier avec « Ah, mais ça fait partie de ma culture. Fuck you. » Ce game-là, là, la game de la production de qu'est-ce qu'on fait me remis à ma place beaucoup de fois. Mon orgueil s'est fait pa. Fait il est inconfortable. Ce sentiment-là, c'est comme commencer à se noyer, puis... Une fois, j'ai essayé d'aller me confesser avec ma mère. Oh shit. J'ai essayé d'aller me confesser. Ben, justement, quand on a essayé de rentrer dans l'église, comme par hasard, ce jour-là, l'église était fermée. Je trouve ça honnêtement, je veux adresser un message peut-être aux jeunes, c'est comme arrêtez de vous stab. Arrêtez de stab. Honnêtement, il n'y a rien à gagner derrière ça. J'ai passé proche de me faire stab. Je suis passé proche de me faire jack parce que j'ai pogné un beef. Les bullies, tu sais, parce que c'est surtout ça, genre, dans le temps. Qu'est-ce qui se passe? C'est une période de bully. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont plus forts, puis les plus gros bullies, c'est les personnes les plus brisées. Ouais. What's up, guys? Yellow Sea Podcast. Ici, c'est un nouveau segment. On va l'appeler le Black Box Experience Backstage du Yellow Seat. Et je suis accompagné de notre technicien qu'on est en train d'intégrer chez Black Box Media, Chicano. What up, what up? Hey yo! What's up, tout le monde? Ça va bien? On introduis-toi pour tout le monde qui te connaissent déjà, mais qui ne te connaissent pas de notre bar. Donc, dans le fond, moi, mon nom, c'est Chicano. Moi, mon vrai nom, c'est Santiago. Les gens m'appellent Chicano. Moi, j'ai commencé à travailler dans tout ce qui est la photographie, les vidéos, puis tout ça, dans les clubs. J'ai commencé principalement avec Essence. Ensuite de ça, j'ai rencontré une artiste locale que j'aime beaucoup. C'est qui? Elle s'appelle la fameuse Chica S. Chica. La Chica! Ouais, c'est ça. Fait que j'ai commencé à travailler avec elle. On a eu l'opportunité de faire Fuego Fuego. Cette année aussi, on va faire Fuego Fuego encore une autre fois. Back to back. Yes. Puis sinon, c'est ça. J'ai fait, ça va faire 2 ans de suite que je fais une tournée avec DJ Peruleno. OK. Ouais, on a fait Toronto, Ottawa, Hamilton. On a fait un peu partout ici à Montréal. Cette année, on est allé faire Calgary et Edmonton. Fait que, ouais, c'est ça, c'est plus ou moins ça, mon trajet. Yellow Sea Podcast, guys, Ray Antonio, puis je voudrais donner un gros shout-out à tous nos followers, nos fans, nos abonnés. Je reçois des messages, je reçois des beaux messages, puis merci de l'encouragement. Puis pareillement, guys, encouragez-nous. Je voudrais lancer un gros message. Je voudrais qu'on bump le YouTube, parce que plus on bump le YouTube, plus on va avoir des nouvelles opportunités qu'on va pouvoir lever derrière moi avec cette organisation, la communauté. Je sais que de ma part, je dois faire beaucoup plus d'efforts, être plus présent, mais on est en train de bâtir une équipe derrière ça. Fait que je pense que quand le gros renouvellement qu'on a mentionné tantôt va commencer, c'est à ce moment-là que, tu sais quoi, c'est là qu'on va faire le renouvellement total, puis ça va se passer en 2-3 mois. C'est impressionnant en 2 ans, toutes les choses que tu fais. Je me souviens, en plus, quand on s'est rencontrés, voilà peut-être justement, voilà 2 ans, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas à quel moment on s'est rencontrés, mais je me souviens que ça fait plus qu'1 an. Je pense que c'était la première fois que MTLVT avait fait un podcast avec Chica, qu'on nous avait invités, puis moi, je suis venu lui prendre des photos. Depuis ce moment-là, peut-être que tu étais là. Non, j'étais pas là. Okay, alors, c'est un autre moment. C'est un autre moment. Moi, je pense que c'était... Attends. Fuego. Comme on avait dit à MTL Toundra. Le ouais, celle-là, ouais. Il me semble même avant ça. Quoi là qu'on avait fait? Là? Toi, t'étais-tu là quand on a fait le show Urbano ici, au studio? Le gros... il y avait la Toxica. Ouais, quand on a fait le projet pilote, là. Non, j'étais pas là. Oh, je t'ai manqué ça. Pas là, ouais. Mais t'as vu la tape? ouais. J'ai vu les takes puis la vidéo. Il y avait tout le monde. Il y avait Jenny puis Chica qui étaient là. Ouais, exact. Chica, c'était la première à passer à REC. Yes. Elle a donné une dope performance. Puis ça, c'était nice à voir. C'est nice. Ça, c'est quelque chose que je me rappelle que je suis arrivé ici au studio. Je savais dans ma tête, je savais pas à quoi m'attendre, mais je savais que quand je suis arrivé au studio, il était 7 h du matin. Dans ma tête, j'étais comme, oh shit.
qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je savais sur papier qu'est-ce qui allait se passer, mais je savais, c'est la première fois que je faisais ça de ma vie. Fait que j'arrive, je commence à tout setup. Puis le pire, l'affaire, c'est que je pense que je m'avais couché très tard la nuit d'avant à cause peut-être du nettoyage ou quelque chose comme ça. Je m'en rappelle pas, mais il me semble que ma journée de nuit était très courte. Fait que quand je suis arrivé ici, j'étais vraiment... Je sais pas si toi ou vous, guys, c'est quand vous êtes trop fatigué, on dirait qu'il y a une autre boîte d'énergie quelque part qui s'ouvre, puis là, tu viens de retrouver l'énergie. Puis, mais t'as comme, on dirait une super énergie, mais aussi, on s'entend que elle se brûle, là, cette flamme-là, assez rapidement aussi. Mais, je sais pas, fait que je sais qu'il y a cette boîte-là où est-ce que je pense que je l'ai ouvert, puis je sais, je commence à voir les premières personnes, justement, qui sont arrivées très ponctuellement. Ouais. Chica. Ouais, surtout Kibi. Kibi, c'est quelqu'un... Kibi MP était là. Puis lui, c'est quelqu'un qui aime ça être à l'heure. That's it. Shout out, Kibi. Il aime ça être au moins... J'adore le monde ponctuel, puis arrêtez de faire chier avec « Ah, mais ça fait partie de ma culture. Fuck you. » C'est du manque de respect, être en retard, surtout quelque chose de professionnel. Ouais. Je m'en fous de ta culture. Ta culture va te faire perdre des points là, pour cette stupidité-là. Ouais. Mais, tu vois, shout out, il est arrivé à l'heure. Puis, tout le monde, il y avait beaucoup de monde à l'heure. C'est juste pour dire, là. C'était divisé en 2 groupes, non? Ouais. Puis, regarde, on a appris quelque chose. Regarde, c'est fou les shit que tu apprends dans ce game-là parce qu'on avait 2 groupes, mais on a eu un méga retard dans l'horaire. On a eu comme l'affaire, c'est que comment c'était fait que le premier groupe allait enregistrer tout le matin des performances. Ouais, on a eu du retard parce que le make-up prenait trop de temps. Ouais, je me rappelle. On n'avait pas commencé, fait qu'on a commencé 2 heures en retard. Fait qu'à 8h30, 9h, on était supposé commencer, on a commencé à peu près à 10h30. Ouais, c'est ça, vous avez donné quand même le rendez-vous vraiment tôt, hein? Il fallait parce que c'est comme ça la journée était divisée. Fait que, parce qu'autour de 1h, le deuxième groupe s'en venait. OK, ouais. Fait qu'il fallait... Parce que les autres allaient faire... Mais c'est là qu'on a foiré parce que là, l'affaire, on suivait le premier groupe, puis il fallait faire des trucs ici. Fait qu'on a tous bougé les trucs ici. Puis là, le deuxième groupe est arrivé. L'équipement n'était pas prêt là-bas. Ouais. Puis, guys, regardez, je sais que j'ai mangé un peu de merde pour ça de certaines personnes. C'est des choses qui arrivent, c'est intentionnel. Venez pas traiter quelqu'un de non professionnel. Regardez, pour qu'est-ce qu'on a organisé, on a eu du succès, mais pour traiter quelqu'un qui n'est pas professionnel, tu ne sais pas comment faire. C'est comme ça, c'est un peu extra et très émotionnel pour rien. Parce qu'on a géré, mais on a eu vraiment un inattendu. Puis ça, c'est des choses qui arrivent. Ce game-là, la game, la production de qu'est-ce qu'on fait me remis à ma place des millions de fois. Pas des millions de fois, mais beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Mon orgueil s'est fait pa. Fait honnêtement, le poste que j'ai eu, où est-ce que il y a des trucs qui sont allés mal, ça fait partie de la game. Les choses vont mal éventuellement. Je pense que chaque directeur va toujours te le dire au moins une seule fois dans ta vie. Tu dois t'attendre à une certaine marge d'erreur parce que rien va jamais être parfait. Fait que tu dois toujours avoir cette mini-marge d'erreur de « OK, je vais avoir peut-être ce problème-là, mais je dois avoir déjà la solution à ça. Ou je dois m'attendre à ça, mais je sais déjà comment je vais le résoudre. » Mais tu vois exactement ça parce que ça, je l'ai appris puis j'en ai mangé des difficiles. Ouais. J'en ai mangé. Surtout dans la production. Fuck. Je pense que c'est une des choses les plus... C'est comme les situations, c'est pas fait pour tout le monde. Genre, guys, si vous voulez lancer dans ce game-là, moi, c'est pas ma game. Moi, je suis pas genre... Regarde, moi, je suis beaucoup plus vieux que toi. J'ai 37, 20. Ouais, faut dire à ton âge, j'avais pas... OK, c'est faux. À ton âge, oui, j'avais des ambitions de production, mais pas nécessairement ce que je fais actuellement. Les choses s'amènent ici par défaut. Mais c'est pas mes ambitions, puis je le fais parce que ça tombait comme on s'est lancé dans ce game-là sans le prévoir. Puis on apprend beaucoup. J'apprends beaucoup de choses. Puis j'adore ça, la production. Je pense que tous les gens qui sont dans le game de la production, la plupart des gens, c'est... Je fais juste me lancer, puis on va voir qu'est-ce que je vais apprendre. Yeah, Je pense que tout le monde, ça a été comme ça. Sup, guys? Vous savez déjà, ici, on est... Donner un gros shout-out à Shop Santé. Premièrement, Shop Santé, c'est un lifestyle, guys. Quand tu vas chez Shop Santé, c'est parce que tu as certains besoins. Puis ton lifestyle a besoin que tu y fournisses certaines choses-là.
On est rendu une génération où est-ce que, tu sais, on veut manger mieux, on veut s'entraîner plus, mais surtout, on veut diminuer le sucre. Quelque chose que j'aime de Shop Santé, il y a beaucoup de produits qui sont genre très faibles en sucre ou zéro sucre. Comme ces petits bonbons-là. Avez-vous la dent sucrée? Aujourd'hui, on va tester le Sana. C'est crème de noisette bouchée chocolatée au lait avec 5 grammes de protéines, gluten-free, no added sugar, high protein. C'est ça que j'adore. J'adore découvrir ces petits snacks-là qui ont Shop Santé dernièrement parce que il y en a qui vont aller avec vos goûts, il y en a d'autres moins. Puis c'est correct parce allez les essayer, allez les déguster, allez les voir vraiment qu'est-ce qu'on a. Est-ce que vous aimez ça, genre les chocolats avec hazelnut, c'est quoi hazelnut? C'est aux noisettes, c'est ça. Genre du Nutella. Fait que moi, je m'attends que ça goûte le Nutella. Hey, Santiago, tu veux essayer? Regarde, il n'y a pas d'emballage, je vais te le lancer. Fait que attrape. Ah, OK, fait que nice. On va faire une dégustation. Regarde, je vais faire un segment, Santiago. Pendant qu'on déguste, j'aimerais ça que tu me racontes une histoire. Tu sais, est-ce que la santé, c'est important pour toi? La santé, c'est très important. Moi, je suis la personne la moins indiquée pour parler de la santé parce que je bois beaucoup, malheureusement. OK, c'est bon. On va commencer là. Bon, parlons de santé. Qu'est-ce que tu voudrais améliorer dans la santé? Puis pendant ce temps-là, j'aimerais ça qu'on déguste ça, puis on lui donne une note sur 10 après. Mais parle-moi vraiment, qu'est-ce que tu voudrais améliorer de ta santé? Première des choses, mon sommeil. Mon sommeil, j'aimerais vraiment l'améliorer. OK. Moi, je sens que le sommeil, c'est un des points les plus importants qu'il faudrait avoir de très bien géré puis très bien gestionné, justement. Parce que je sens que tout part de là. T'as bien dit. Ton sommeil, comment tu dors, le repos que tu prends, ça va te donner l'énergie que tu vas recevoir dès le matin. Puis si dès le matin, tu es fatigué, tu n'as pas de motivation, tu ne te sens pas bien, parfois tu ne vas même pas vouloir sortir du lit, parfois tu ne vas pas vouloir manger, mauvaise nutrition, une mauvaise routine. Fait que moi, je sens que tout part du sommeil. Le sommeil, ça serait mon point principal que j'aimerais améliorer. À part de ça, j'aimerais vraiment améliorer ma consommation d'alcool. Ça, ouais, ça serait un autre des points que... pourtant, je bois beaucoup d'eau. Vraiment, je bois beaucoup d'eau. T'es hydraté au moins? Ouais, Yeah. beaucoup Bon d'eau. début. Mais vraiment, diminuer la quantité de consommation, ce serait un des points les plus importants. Regarde, laisse-moi te le dire d'un point de vue mature. Puis regarde, je viens de goûter le C'est ça que Sana. j'allais te demander. Comment tu trouves ça? C'est très faible en sucre, fait que j'adore que c'est faible en sucre, fait que ça fait moins mal aux dents. Trop de sucre, d'autres des chocolats trop sucrés, ça donne mal aux dents. Celle-là, jusqu'à date, j'ai pris deux bouchées quand même chill, puis j'ai pas senti. Il y a comme une petite touche salée. Petite, oui, c'est vrai. Ouais. Celle-là, c'est vrai. C'est quand même assez neutre. Moi, je suis quand même une personne qui est quand même, genre, ce goûter-là bitter, je pourrais dire, aigre, ou je sais pas, genre, c'est bitter. Je pourrais lui donner un 7 sur 10. Est-ce que c'est du chocolat noir? Au lait. Moi, j'adore le chocolat noir. Le chocolat noir m'aurait donné peut-être un 8. Moi, chocolat au lait, moi, c'est mon point fort. Ah ouais? OK, c'est bon. Toi, tu donnes combien? Moi, je donnerais un bon 8. Genre, ça serait pas quelque chose que je finirais le sac au complet, mais j'en mangerais comme 4-5. Mais tu sais, tu as dit un bon point. Ce que j'ai remarqué des collations chez Shop Santé, c'est que c'est pas nécessairement les collations que tu vas finir le sac d'un coup. Ouais. Mais c'est une collation que tu vas prendre une bouchée ou peut-être deux, puis tu vas être comblé, puis ça va éliminer peut-être ce besoin-là de ta dent sucrée, par exemple. C'est ça que j'ai remarqué. Par contre, il y a un sac de gummies bonbons de Barbie, drôlement, c'était genre Pink Lemonade avec 4 grammes de sucre. Je l'ai fini dans un sac. Un sac, il n'a pas survécu. Lui, je veux faire d'autres personnes goûter pour avoir la même note. Donc, c'était notre segment Shop Santé. On vient de goûter les Sana, crème de la noisette, bouchée de chocolaté au lait. Moi, je donne un 7. Santiago lui donne un 8. Très recommandé. 5 grammes de protéines, 2 grammes de sucre. Regardez. Tu sais, si vous voulez vraiment essayer des nouvelles choses, essayez là-bas, c'est intéressant. Il y a un petit message. Enfin, un plaisir non coupable, avec son goût sucré, sans sucre ajouté. Sana vous procure l'équilibre parfait entre plaisir et santé.
Sana, c'est la meilleure récompense pour prendre soin de votre cœur, de votre corps et de votre esprit. Une gâterie satisfaisante, sans compromis pour vos papilles. Ouais, c'est quoi? Ils l'ont bien décrit, puis je pense que je me sens pareillement pour ça. Donc, c'était notre segment Chef Santé Dégustation, puis avec une petite anecdote sur la santé. Donc, tout le monde, Chef Santé, il y a à peu près une trentaine de succursales partout dans le Grand Montréal. Let's go. Parce que, regarde, tu peux aller à l'école puis apprendre tout plein de trucs, tout plein de choses, mais l'école ne va jamais t'enseigner exactement comment gérer les choses quand ils vont mal. Moi, j'ai eu des choses qui sont allées très mal. Puis, mon conseil, ça serait pour quiconque qui vraiment est en train de faire un projet, un gig ou une job pour n'importe quoi, puis les choses vont mal, il ne faut pas mettre trop d'énergie sur comment ça va mal. Il faut que tu changes ta batterie rapidement pour identifier la solution. Il faut que tu passes sur solution mode, genre très rapidement. Puis c'est là que les personnes se définissent. C'est à comment te gérer la pression, puis à quelle vitesse tu as réussi à trouver 100%. une solution. 100%. Puis de fierté moi-même, j'ai réussi à trouver des... Puis je l'ai géré là. J'ai géré la pression. Une pression ridiculement dégueulasse à vivre. Ouais. Il y a un seul sentiment que je conseille à personne de vouloir vivre ça, à moins que tu aimes ça, des énergies très fucking fortes. Selon moi, certaines personnes auraient collapse à cause de cette pression-là que je devais. Puis, miraculeusement, encore là, c'est l'expérience. Je te dis, j'ai 37 ans. Ouais. Je suis habitué à certaines choses. Je suis habitué à ces sentiments-là. Ça, là, c'était intense. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ne savent pas gérer cette pression-là, cette situation-là, puis ils font juste tout lâcher du jour au lendemain. Mais comme tu dis, c'est là où est-ce que toi, tu marques la différence de la façon que toi, tu gères cette pression-là. Fuck. Moi, après ces expériences-là, dis-toi, je suis beaucoup plus fort. J'ai réalisé des choses aussi. 100%. J'ai réalisé quelque chose de moi-même. Je pense que j'ai vraiment un problème psychologique parce que ce sentiment-là, il est inconfortable. Ce sentiment-là, c'est comme commencer à se noyer, puis se noyer, là. Honnêtement, je peux le comparer à se noyer, ce sentiment-là. Tu te noies, là, puis tu... C'est plus vraiment où sortir. La lumière, là, elle se renferme, là. Ouais. Elle devient elle est large. Oui. Mais tu commences à te noyer, puis ça commence lentement, tu vois la lumière. Puis ton objectif derrière ça, c'est de juste tout le temps nager vers faire grossir cette lumière jusqu'à temps que tu puisses respirer. 100%. Puis je le compare exactement à ce sentiment-là, puis j'ai réalisé que malgré chiant, il y a quelque chose de moi qui aime ça le tester. Puis même une fois que tu es rendu en haut, que tu es rendu à la lumière, il ne faut pas que tu arrêtes de flotter puis de rester en haut. Parce que sinon, tu vas recouler puis tu vas retomber puis ça va être plus compliqué de te relever. Malgré l'expérience que tu as déjà dans les situations vécues, il faut toujours qu'une fois que tu es rendu en haut, tu saches te maintenir. Tu saches cette productivité-là. Puis tu sais, comme je dis, c'est à mon âge, je me sens très jeune. C'est pour ça que je parle beaucoup de mon âge, parce que je me sens très jeune. Tu es très jeune. Je suis très jeune, mais très expérimenté. T'sais, quand quelqu'un vous demande vous avez quel âge, vous avez 20 ans plus 17 ans d'expérience. Ça fait combien de temps que toi, tu fais tout ça dans la production? Il y a deux histoires. Il y a deux histoires que je peux répondre à cette question-là. Quand j'avais 16 ans, j'ai emménagé ici, puis là, j'étais vraiment dans un monde très obscur. Fait que pour essayer d'en sortir, je faisais de la musique. Fait que j'écrivais, je rappais. Okay. J'étais rappeur, là, autour de 2005. Là. C'est là que j'ai rencontré une couple de personnes. Personne que j'aurais rencontré très jeune de là-bas. Je peux donner un shout-out à Angelo. C'était Chalo. Ça, c'est mon barber aujourd'hui. Nato, par exemple. Nato, c'était... Nato, très grande personne. Nato, il était là back then. Là aussi, là, il faisait des beats puis tout. Puis aujourd'hui, il own des restos. Fait que toutes les personnes de cet environnement-là. Puis on avait notre groupe aussi, ça s'appelait La Combination. La Combination, on était genre 12 personnes. Là-bas, dans le temps, là, c'était le temps de faire des clics de reggaetonero montréalais. Okay. Mais voilà 20 ans, mais c'est des grosses... Gros groupes, là, à peu près 10-12 personnes par groupe. Là. Fait que Nato, il était dans le côté Caribbean Squad. Nous, on avait monté un shit qui s'appelait La Combination. La Combination.
La combinaison, parce qu'on était tout plein de petits parties. Et moi, sur les 10 personnes, j'étais le rapper, mais qui le faisait en anglais. Ça, c'était autour de quelles années? 2005. 2005. 2003, à partir de 2003, 2004, 2005, 2006. Fait que moi, j'ai pris à cœur, mais comme je me retirais plus à le faire, mais j'aimais ça la musique. Je suis allé étudier la production. J'ai payé un cours fucking cher en sonorisation. C'est fou parce que une fois que tu rentres dans le game, tu penses que genre chaque personne est rivalité, je sais pas, tu vois le game d'une façon très différente. Puis une fois que tu rentres plus à profondeur dans l'industrie de la musique, puis dans la production, puis tout ça, tu vois que depuis le début, surtout ici à Montréal, qu'il n'y a pas ce grand historique dans le domaine de la musique, puis tout le monde a un lien à un certain point de l'histoire. Tout le monde a déjà eu une certaine connexion, puis ça, moi, je l'ai remarqué quand je suis rentré un peu plus à profondeur. Puis j'étais comme, depuis le début, dire que, par exemple, je pensais pas que telle personne connaissait telle personne qui avait déjà fait business avec telle personne, qu'ils avaient déjà un historique ensemble, puis que ça fait longtemps qu'ils sont en train de travailler ensemble, là. Ça fait, attends, qui d'autre que je pourrais nommer? Tu sais, j'ai eu des boys ici qui étaient en Caribbean Squad pour Punto Frio. Ça, c'était des bons boys. Shout out à Joël, Chamaco. Chamaco aussi qui est en Danny, qui aussi fait de la prod aujourd'hui. Qui d'autre? Miguel, El Padrino. Padrino, c'était genre le sexy boy vénézuélien. Là. Lui, ce dude-là, genre, il était Mr. Still Your Girl. Il était sauvage comme ça. Sauvage. Chantal Padrino. Mais il y a tout plein de clics comme ça. Puis, qui d'autre dans ma clique qu'aujourd'hui, il y a un lien dans la combination? Ben, un de mes meilleurs amis aujourd'hui, c'est carrément genre un cousin, un bon ami. Mais tu sais, lui, était genre. C'est un rapper chilien, qui est là, mais aujourd'hui, c'est un avocat. Est-ce que tu as beaucoup de relations amicales que tu as eues depuis très jeune âge qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous êtes toujours aussi proches? J'ai des amis, j'ai des meilleurs amis, mais beaucoup de monde aussi, tu sais. Admettons, les meilleurs amis, si je vais les nommer, tu sais, puis sur ma main, tu vois, il y a... On m'a toujours dit que les meilleures relations, tu vas les trouver au secondaire. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Ben, un de mes frères, un de vrais frères, là, Raphaël Bernard, lui, je l'ai connu, c'est un Québécois, mais c'est comme un frère. Il faudrait qu'il vienne ici, ça serait drôle. Ça serait drôle, jamais ici, ça serait juste drôle. Ouais. Les bêtises, je connais d'au-delà de fond en comble, mais c'est la famille maintenant. Fait que c'en est un. Lui, c'est le seul du secondaire. À part ça, il y a mon boy Alex, qui est un avocat aujourd'hui, criminel. Je cherche un avocat criminel, j'ai la meilleure personne. Puis j'ai mon boy Julio, tu sais, tout dans ce clic-là, tu sais, vraiment des personnes, ça devient famille. Fait que, à peu près 3 personnes. Il y a d'autres personnes qui sont rajoutées. Mais sinon, il y a des connaissances secondaires qu'aujourd'hui, je donnais un shout-out à un boy qui s'appelle Sacha. You know who it is. Lui puis moi, on s'est parlé la semaine dernière. Mais on se connaît depuis way back. Puis l'affaire, on a beaucoup d'historique. Ouais. Mais on se voit pas, tu sais. On se voit pas. Mais j'ai lancé une business puis avec lui, qui a fait complètement. Puis encore là, il y a beaucoup d'expérience avec cette personne-là dans 20 ans qu'on a vécu. Surtout moi, je pense que surtout quand on rentre dans l'industrie de la musique, puis les artistes, puis tout ça, on rencontre tellement de gens, puis on fait tellement de connaissances avec tellement de monde que je sais pas si, par exemple, toi, tu étais déjà passé par une crise où est-ce que, par exemple, tu savais plus qui réellement étaient tes amis, tu savais plus comme qui faire confiance, ou je sais pas. Moi, je sens que moi, dans mon personnel, j'ai passé par ce genre. T'avais quel âge? Moi, je te dirais, ça fait quoi? Ça fait pas vraiment longtemps, là. 1 an et 18 demi. ans? 1 an? Ouais. Regarde, je vais te dire quelque chose. C'est drôle parce que je peux te raconter des histoires que, comme je viens de l'aborder, tu n'étais même pas né encore. Quand tu passes de certaines histoires que je viens de te raconter, tu n'étais pas né. Ou comme, quand je te dis, quand j'étais dans la musique, la production de la musique, puis c'est là qu'on est rentré dans le trou, mais je faisais la production de la musique. Tu m'as dit 2005. J'avais 2005, 2007. Moi, je suis né en 2004. Moi. Tu vois, à 2007, j'avais une artiste, puis j'avais un studio. Fait que j'avais déjà un studio à 2007. J'avais quoi, 20 ans?
19-20 ans. Shit. Fait que, toi, ton expérience, tu n'as rien vu encore. Ouais. Parce que moi, j'ai vécu, oui, peut-être ce sentiment-là de trahison autour de Oui et non, j'ai eu des sentiments de trahison autour de quand j'étais adolescent. Mais là, ça dépend, tu sais, c'est quel type. Moi, je sais pas ton adolescence. Moi, j'ai une adolescence un peu bizarre aussi, tu sais. Ouais, moi, Parce qu'à 9 ans, j'ai déménagé à New York. OK. OK, ouais, quand même. Non, moi, Je suis pas allé de vraiment. Montréal à New York, fait que ça fait quelque chose à mon adolescence. Même vraiment, par exemple, le fait que moi, j'ai pas vraiment pu créer tellement de relations au Mexique, vu que j'étais jeune, puis j'ai vraiment commencé à créer mes relations ici. J'ai quand même passé la plupart de toute mon adolescence ici. J'ai fait toutes T'es mes arrivé à quel âge expériences ici? à 4 ans. Ah, fuck, Ça fait que je suis arrivé vraiment jeune ici, là. Tu sais, toi, j'ai une cousine du Nicaragua qui est arrivée en 2021. OK. Son fils avait 3 ans, 4 ans. Shit. Fait que c'est la même chose que toi. La même chose. Même chose. Ouais. T'avais-tu de la famille ici? Ou Non, t'étais c'est les ça. premiers? Moi, mon père est arrivé d'abord. Puis après ça, on est venu avec ma mère. T'as des frères? Ouais, j'ai un petit frère. Ok. Il a l'air plus grand que moi. Il va au gym, puis Les beefs? il est bif, là. Yeah. Ouais. Fait 2-3 fois mon poids, il est comme... Yeah, t'as manqué le bateau, man. Ouais, yo, j'ai manqué le bateau. Regarde, tu l'as pas manqué parce que j'ai une vidéo que je vais sortir bientôt parce que c'est une histoire que je trouve ça comique, mais le gym, moi, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement au gym à 20 ans. Ah ouais. Ben, moi, je pense qu'à cet âge-là, comment on dit? On a une certaine discipline. On commence à avoir une certaine discipline qu'on n'avait pas, par exemple, 16 ans, 15 ans. Moi, à mes 16 ans, 15 ans, c'était compliqué d'aller au gym. Moi, sincèrement, la flemme, elle était très présente. Mais tu vois, moi, je suis arrivé de New York à Laval à 16 ans. OK. Fait qu'il y a un mindset aussi, il y a genre un tourbillon à ta tête, même à cet âge-là, là, où est-ce que tu questionnes tout, puis Ouais. là, t'es stupide. J'étais immensement stupide. Thug life. C'était thug life dans ma tête. On a tous eu cette étape-là à nos 15-16 ans, là. Mais tu vois, à 20 ans, comme il y a beaucoup de choses qui... Regarde, 20 ans, je veux dire que certains... Tu as 20 ans, je veux dire, mes 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais une femme, mon premier heartbreak à 20 ans. Oh, Fait que c'est une femme que j'étais 2 ans avec, qui s'appelait Alexandra. Je dis son nom, c'est correct. Ça a très mal fini. Elle est allée voir ailleurs. Ça a duré 2 ans. C'était mon premier heartbreak. J'encourage tout le monde dans ton âge à avoir un heartbreak. Ouais. Il faut le sentir. Encore là, tu sais, quand je te disais, là, c'est ce sentiment-là de se faire, de noyer, là. Ouais. Moi, les sentiments, là, c'était ça, c'est une noyade, là. Ça, c'est une belle noyade, là, ce heartbreak-là. Là. Ben, ça crée aussi une autre personne derrière ça. J'avais fini mon cours de sonorisation, fait que j'étais... dans ma tête, je suis comme, OK, je vais devenir producer d'artistes. Ouais. Fait que dans ce côté-là, tu étais vraiment plus rassuré, mais tu avais quand même la noyade qui était présente. Ouais, mais il y a une bonne noyade. Ça a duré une noyade de 6 mois. Là. Ouais. Moi, par exemple, ma plus grosse expérience amoureuse, c'était, je pense que pendant comme 2 ans et demi, presque 3. Puis, tu sais, la noyade... T'es l'autre? Fait que tu l'as eu, fait que tu as eu la bonne noyade. Ouais, la bonne noyade, genre du début de la vingtaine, parce qu'après ça, t'es comme, fuck this. La noyade a duré une bonne année. Bonne année, OK. Là. Mais moi, après 6 mois, j'étais juste fuck that, là. J'ai juste m'amuser, j'ai juste profité de la vie. Ouais. Mais c'est-tu comme ça? Oui, mais avec des limites. Ça prend du temps? Avec des limites. Ah, fuck that, j'avais pas de limite. J'étais comme, let's fucking go! Si je me mets pas de limite, non, je sais que ça va déraper. Genre, regarde. Je me considère pas une personne religieuse, mais des fois, je me dis comme, fuck, j'ai toujours dit, il y a peut-être une bonne étoile qui me suit. Moi, j'ai une bonne histoire sur la question de la religion. Une fois, j'ai essayé d'aller me confesser avec ma mère. Oh shit. J'ai essayé d'aller me confesser. Ben, justement, quand on a essayé de rentrer dans l'église, comme par hasard, ce jour-là, l'église était fermée. Oh shit. Oh! Fait que depuis ce jour-là, j'ai fait comme, yo, tu sais quoi, j'ai essayé, mais ils n'ont pas voulu m'accepter, yo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que par respect, je viendrai plus. J'accepte plus tes invitations. Ouais.
Mais moi, je sais pas, je sentais qu'il y a toujours eu quelque chose qui... il y avait une énergie. Mais après ça, je suis allé sur mes années fuckboy. Ça a duré comme 6 ans à peu près. 6 ans. 6 ans, genre, Où est-ce aucune que t'avais relation. aucune relation? Aucune relation, là, comme. Shit. C'est sûr, rendu à 5 ans, je commençais à m'épuiser, là. Je suis comme, je me suis trouvé une femme sérieuse. Ouais. Non, là, moi, depuis le break-up que Je je suis plus capable de chasser, j'étais curieux de chasser. ça va faire un bon, je pense, 1 an, 2 ans que je suis sur le célibat. Qu'est-ce que tu peux dire? Regarde, je suis curieux de savoir, toi, tu une génération Z, toi, t'es un bon Gen Z, latino, genre, ici évolué. Ouais. Ma génération, elle est beaucoup plus... comment dire? Je pense que, sincèrement, c'était une des dernières générations qui font du sens. Parce que tu trouves que tu fais du sens, Ben, que vous faites du sens. qui faisait du sens. Moi, je vois pas de sens. Moi, je trouve que nous, on était... les milléniaux, on est la dernière génération qui fait du sens. Parce que là, par exemple, moi, j'ai une école secondaire à côté de chez moi. L'école secondaire où est-ce que moi j'allais. Puis je vois les petits, puis c'est comme... Shit, bro. Les secondaires m'arrivent aux anges, là. Moi, au secondaire 1, les gens avec qui j'étais, ils étaient géants, là. Ils étaient fucking grands. Ils étaient fucking grands, puis c'était comme... Fuck. Surtout les secondaires 5 et le reste du secondaire. Ils ont toujours été beaucoup plus grands. Moi, je sais pas, attends. Curé-Labelle. Oh, OK. Curé-Labelle à Laval. Curé-Labelle. C'est drôle parce que moi, comme je suis arrivé de New York à Curé-Labelle, fait que je connaissais rien. Vu que j'avais grandi j'ai fait mon primaire à Saint-Léonard, j'essayais de peut-être retrouver des personnes, mais j'étais même pas mind à trouver les personnes de mon primaire. Je dis fuck it. Je recommençais à zéro, là. Surtout que tu étais parti à New York. Ouais. Fait que je suis arrivé ici, j'ai comme reset. Toutes les amitiés, puis tout. Je me reforme. Ouais. Drôlement, parce que les personnes de Montréal que je croisais, que je rencontrais aussi, trouvaient, tu sais, comme, tu viens de Laval, t'es poussé. Je suis comme. Curé-Labelle, durant cette année-là, je peux te dire, a créé parmi les plus gros criminels de Laval. Fait que tout le monde qui disait comme, tout le monde de Montréal en 2003, là, qui disait, genre, yo, les gars de Laval sont poussés. Comme, Curé-Labelle en 2003, 2004, 2005 faisait des criminels. Aujourd'hui, je pense que j'en connais plein qui sont juste criminels, genre de profession. Ça a fait du monde. Il y a eu des histoires dans cette école. Tu vois comment la criminalité, toi, avant puis aujourd'hui, avec les jeunes? Je trouve ça, honnêtement, je veux adresser un message peut-être aux jeunes, c'est comme, arrêtez de vous stab. Ouais, arrêtez de stab. Honnêtement, il n'y a rien à gagner derrière ça. Rien. J'ai passé proche de me faire stab. J'ai passé proche de me faire jack parce que j'ai pogné un beef. Puis ça a comme prolongé. Puis à un moment donné, j'étais au métro HB. Puis au métro HB, ça, c'est avant qu'il y ait un métro à Laval. Tu vois? C'est à ce point-là que c'est loin, là. Il n'y avait pas de métro à Laval. Fait qu'il fallait, si je voulais retourner à Laval, il fallait que je prenne le métro à HB. Fait que là, justement, par coïncidence, le beef que je viens d'avoir il y a une semaine, il est là avec des boys. Moi, je suis tout seul avec une femme qui est une célébrité aujourd'hui, puis je ne vais pas nommer c'est qui. On a des petits secrets. Une bonne célébrité québécoise. On est sur le terminus de HB, il était 10h le soir. Moi, j'avais eu un beef il y a une semaine à l'école. Puis, par coïncidence, puis ça, c'est les gars de Laval, par coïncidence, les gars sont 4. Je les vois là. Je vois le dos avec qui je me suis battu. Puis, gars, ça a été un fair fight. Je peux pas dire que j'ai gagné, mais il n'a pas gagné. Ray in the place. Lui, il sait déjà. Quoi. Puis, il était double ma grosseur. Moi, tu me vois aujourd'hui, genre, je suis 165. Là, dans le temps, là, j'étais 120, 130. Là. J'avais pas les muscles aujourd'hui. Là. Mais j'étais quick sur les mains. Ouais. J'étais quick sur les mains. J'étais un boxeur né. Juste pas pratiquer la boxe. Anyway. Quand il arrive là avec ses boys, puis il me dit, comment ça arrive? Il passe une fois, il me regarde, il rit, il dit, what's up? Je dis, what's up? Je viens du hood, guys. Genre, lui, il me connaît, je viens du hood. Genre, je suis pas. On a tous un passé du hood. Fait qu'il revient, continue à regarder, puis tu sais, là, mon ami à côté, comme, fuck, on s'en va-tu, qu'est-ce qu'on fait? Elle savait déjà c'est quoi le beef. Justement, elle était là pour me réconforter de ma semaine de merde. Il revient, puis après, le gars, il
C'était octobre environ, genre. Il a sa main à l'intérieur de son manteau. Il dit, hey, viens, on va prendre une marche là-bas, là, avec sa main dans le manteau. Je suis comme, yo, fuck out of here. Si tu veux dire quelque chose, tu me le dis ici, devant les gardes de sécurité, puis toutes les caméras, puis tout ce qu'il y avait. Ils n'ont rien fait. Mais tu vois, fait il y avait des tendances là-bas de Jack du monde. J'aurais pu me faire Jack. Ça, c'était mon témoignage live. Mais tu vois, j'ai pas été. J'étais comme, fuck that. Le parc derrière le terminus HB fait obscur à 10 h le soir en octobre. Fait que ça s'est empiré. Moi, je pense que la criminalité auprès des jeunes, elle s'est empirée de ma génération. Premièrement, parce qu'il y a trop d'émotions, il y a trop d'ego. Puis je me souviens de cet ego-là, je l'avais aussi, mais j'ai jamais été aussi loin de vouloir faire blesser quelqu'un, que ce soit moi intentionnellement le premier qui passe à l'œuvre. Peut-être après répliquer, tu sais, quand t'es stupide, tu perds un peu ton sang-froid, mais... Même, je trouve que même si c'est un fair fight, c'est comme... Je sais pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui se bat en général. Je suis vraiment pas quelqu'un qui se bat. Je décourage. C'est pas... Et, genre, j'ai jamais vraiment eu ce besoin-là de me battre, ni de me défendre. Mais, tu sais, c'est quelque chose qu'on recommande pas aux jeunes. Les jeunes, faites pas ça, ça sert à rien. Surtout, rentrez pas dans les affaires de gang de rue. Yo, moi, la chose comme les bullies, tu sais, parce que c'est surtout ça, genre, dans le temps. Qu'est-ce qui se passe? C'est une période de bully. Ouais. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont plus forts, puis les plus gros bullies, c'est les personnes les plus brisées. Ouais. Plus t'es bully, plus t'es brisé. Puis peut-être comment il faudrait que l'école enseigne comment la reconnaissance de bully devrait être, c'est que pour les personnes qui se font tendance à être des victimes d'intimidation, mais peut-être de pouvoir reconnaître certains traits psychologiques. C'est beaucoup à demander à un jeune, mais reconnaître certains traits psychologiques de pourquoi cette personne-là est un bully. Cette personne est un bully parce que cette personne-là, elle est brisée mentalement, physiquement. Puis la seule façon de vivre dans la société, c'est de pouvoir répliquer les mêmes blessures qu'on lui donne à d'autres personnes qui sont inférieures de taille, de force, de tout. Quelqu'un que tu peux manipuler, que tu peux genre juste faire du mal. Donc, si on peut reconnaître ces traits-là d'un bully, moi, je me suis défendu. Moi, j'ai appris à me défendre contre des bullies, puis j'ai trouvé toutes leurs faiblesses. Puis dès que j'ai trouvé leurs faiblesses, j'ai contrôlé, moi, étant la victime, j'ai contrôlé la situation, puis je me suis jamais pu faire, genre, intimider. Parce qu'après, la réputation était là, je suis comme, oh shit, fuck that. Tu perds ton temps si tu veux dealer avec lui. Mais même sur ce point-là, par exemple, moi, dans ma génération, je sais qu'il y a eu beaucoup d'aide sur ce point-là. Il n'y avait pas ça avec nous. C'est ça, avec vous, je ne sais pas comment ça marche. Il n'y en avait pas. Pas vraiment d'aide. C'est intéressant à savoir. Merci. C'est quoi l'aide qu'ils offrent? C'est quoi qui est à faire? Ben c'est sûr que, tu sais, il y a toujours, je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est une femme, je ne sais pas comment on l'appelle en ce moment, mais c'est une femme qui est vraiment là pour suivre chaque situation de chaque élève. Comme Travailleur social? Un genre de travailleur social à l'école, il y en a quand même assez qui se promènent. Moi, à mon école, par exemple, il y avait beaucoup de policiers. Quelle école? Secondaire d'Anjou. Anjou? Il y avait toujours... Side? Ouais, il y avait toujours une policière accompagnée d'un autre qui se promenait dans l'école. Ils étaient toujours là à superviser. Sinon, tu sais, ben, moi, dans ma génération, on avait une très grosse confiance avec les sécurités. Mm-hmm. On avait une très grosse confiance avec eux, puis beaucoup d'entre eux parlaient de leurs problèmes avec eux, ils les aidaient. C'était vraiment mais tu vois, un peu partout. Là. Je vais donner un shout-out à toutes les écoles. Il va toujours avoir ce gars-là, genre sécurité, genre surveillant, qui est toujours là, le bon esprit. Ouais. Je sais pas c'est quoi, je pense que vraiment toutes les écoles doivent avoir cet individu-là. Habituellement, c'est un homme jeune, mais tu sais, vraiment adulte, mais jeune, mais aussi tu sais, vraiment qui a beaucoup de street smart, je pourrais dire. Ouais. Qui a eu des expériences, puis quand tu es là à l'école, il est là. Tu te fais quand même assez ami avec lui parce qu'il est toujours là en train de te donner genre un positive vibe. Genre. Ouais, moi, je suis très d'accord avec ça. Toujours avoir quelqu'un qui a cette énergie-là, qui te donne cette confiance-là de ça va. parler. Je me souviens, moi, une couple genre de gars qui étaient comme ça à l'école. Mais, on joue, c'est-tu ghetto? C'est-tu tough? C'est comment comme école? Ben, quand moi, j'allais à l'école, c'est sûr que les affaires de ghetto puis gang de rue, c'était toujours là. C'était très présent.
Mais je sais que quand, par exemple, moi, j'étais en secondaire 4, secondaire 5, par exemple, tu voyais des petits de secondaire 2, 3 avec des machettes ou des piquettes. Je sais que Ouais, ça, c'est un âge stupide. quand moi, je suis sorti du secondaire, je sais qu'il y a un petit jeune de comme secondaire 2 ou 3 qui s'est fait piquette aussi. Yeah. Puis, tu sais, c'est des affaires que moi, je sors du secondaire, puis moi, avoir un piquette en secondaire 2, c'était impossible. Là. Moi, avoir un piquette en secondaire 2, c'était comme, non, là, limite, les gars, ils avaient du buzz ou des affaires comme ça, mais pas plus que ça. Là. Ils réglaient leurs problèmes ailleurs. Ça, c'est lourd, tu sais, vraiment, quand t'es dans une école, puis tu sais qu'il y a un dude qui a un piquet, puis il est là juste pour être ready, genre, si tu le regardes bizarre. Toujours des personnes bizarres comme ça. Et tu vois, lui, il est brisé, là. Ouais. Tu sais, dans le fond, tu sais, moi, la question, c'est, même pour le système, question pour le système, comment tu pourrais reconnaître un individu comme ça en secondaire 2, là, qui, tu sais, déjà, il l'a déjà perdu. Il a déjà perdu la map parce qu'il traîne déjà un piquet dans ses poches. Puis lui, il est prêt à scrap. Il est prêt à scrap parce que dans sa tête, je suis comme genre, l'ego est très excessif, mais aussi il est très en danger dans sa tête. Tu sais, Puis, quelque chose qui différenciait beaucoup en joue des autres écoles, c'est qu'en joue, on avait beaucoup de personnes genre d'accueil ou des personnes qui étaient déscolarisées. Parce qu'on avait une école d'adultes aussi. Fait qu'il y avait tellement de mélange d'âge, puis de communautés, puis des nouveaux qui venaient. Puis à un moment donné, ça a commencé à créer un certain clan entre, par exemple, les gens d'accueil, les immigrants qui venaient d'arriver, puis les gens que ça faisait vraiment longtemps qu'ils étaient ici. Fait qu'il niaise le monde d'accueil. Les gens d'accueil. Comme de retarder, là. Ouais, puis tu sais, c'est des affaires que tu vois, puis t'es comme, shit. Puis dans le fond, tu te rends compte, c'est... Puis tu vois, c'est fucked up comment le système a fait ça, parce que le système a créé des départements où est-ce qu'il y a une intimidation qui est créée par le système par défaut. À Curé-Labelle, il y avait un... Check comment... Gars, j'ai oublié comment il s'appelait. J'ai oublié comment il s'appelle, mais je vais juste donner un exemple. Mais c'est très proche de ça. C'était Secteur 12. Secteur 12. Je sais pas, dans mon à Curé-Labelle, ça s'appelait Secteur quelque chose. Peut-être que je vais voir le 12, si quelqu'un peut me corriger, s'il vous plaît. Je peux me dire, mais ça s'appelait Secteur. Comme les personnes là, de l'autre bord, là, c'était Secteur dans l'autre bord. Puis il y avait une discrimination envers ces personnes parce que tout le monde, tu sais, vraiment très genre chuchotait, mais tu sais, ça, c'est les retardés de l'école. Dans le fond, tu sais, c'est juste du monde qui peut-être ont plus de misère sur d'autres choses. Ouais. Pas parce qu'ils sont retardés, mais parce que genre lifestyle, c'est peut-être un parent n'est pas là, du monde qui vient de familles d'accueil, des shit comme du monde qui avait des passés plus fucking rough. Nous aussi, par exemple, on avait certains élèves qu'ils avaient besoin d'être spécialisés, puis ils les mettaient dans une classe normale, mais tu sais, comme nous, il fallait qu'on fasse comme si de rien n'était, ou que comme on les traite comme une personne normale, ou tu sais, mais on sait qu'il y avait besoin d'être spécialisé. Ouais. Parfois, ça créait certains problèmes ou certains ralentis, ou ça ralentissait la matière ou des affaires comme ça. Ouais, ben, je peux comprendre, ouais, OK. Mais je comprends l'encadrement derrière ça, tu sais, pourquoi, genre, les écoles font le frais de cette façon-là. S'ils auraient, par exemple, une classe spécialisée pour ces personnes-là, il y aurait peut-être un meilleur suivi. Special Ed. Ouais. À New York, ça s'appelait Special Ed. Tu ne veux pas faire partie de Special Ed, mais tu vois, French Montana. Moi, French Montana, regarde, on sait tous c'est qui. Ouais. Ben, ce gars-là, il était dans ces groupes-là de Special Ed. Tu sais, à New York, là, comme ça, moi, je l'ai appris dur, celle-là. Là. Mais à New York, les autobus jaunes, c'est pour les personnes avec des déficits. Ça, je savais pas. Yo, ça, c'est du gros, genre, c'est quelque chose de très culturel à New York. C'est pour ça que, genre, puis regarde, il y a deux types d'autobus. Okay. L'autobus jaune, le gros autobus que vraiment tu vois tout le temps ici, scolaire. Ouais. Ben, tu sais, lui, c'était... Ouais, c'était tout le monde avait, genre, des yellow bus. Ouais. Mais plus ton... C'est quoi, c'est genre plus qui est jaune, plus... Parce que plus l'autobus est petit, plus il y a des problèmes. OK. Fait que si toi, quand t'étais jeune, t'allais dans un autobus super petit. Déjà, si t'es dans un autobus jaune, c'était mauvais pour ta réputation. Okay. Puis si c'était le petit autobus jaune, oublie ça, là, tu te faisais niaiser, mon gars. Là. Fait qu'il y a un gros punchline de French Montana. I used to ride the short bus.
Now I'm in a tour bus. OK. Fait que lui, dans le système, il a été classifié comme dans le Dans le petit vraiment bus. à la fin du spectre. OK. Dans le petit short bus, short yellow school bus, tu veux pas faire partie. Du petit short yellow bus. Au pire, si tu vas être dans un school bus, au pire, le long. Ben, moi, je dis, ben, comment dire, low-key, le système le fait, il nous classe comment dire, il nous divise en petits groupes selon ce qu'on a, si on a Ouais, ça là-bas, ouais. des déficits, des problèmes. Puis, je sais pas, je sens que ces personnes-là, je sais pas si à un moment donné, ils se sentent mal ou ils se disent comment j'aimerais ça être de ce côté-là. Je sais pas si tu comprends. Oui, parce que moi, OK, t'es vraiment, regarde, tu vas comprendre l'ordre là, je dois pas l'expliquer, mais t'es en troisième année, hein, mettons, t'as 3A, 3B, 3C, ça c'est les classes. Ouais. Les 3 classes. 3D. Tu veux pas être dans la classe 3D. On s'entend que 3A, c'est les génies, là. Les génies. Mais tu vois, tu te rends compte que les 3A, c'est eux qui écoutent toutes les fucking règles. Ça, c'est qui tu vas embaucher. C'est qui tu vas engager plus tard pour faire une job, les 3A. Les 3D, c'est... Mais les 3D, c'est eux comme genre, ouais, gars, t'es D, mon gars. Là. Genre, c'est là, tu n'iras pas plus qu'un D. Puis même au primaire, ils font ça. Par exemple, nous, on avait ben moi, j'allais à une école... comment on appelle ça? Je me rappelle plus comment on appelle ça. L'accueil ou Non, c'est une école... transition, je sais pas. Transition, non, ça c'est deep. internationale. OK. Puis il y avait un programme... T'étais fancy. Il y avait un programme où est-ce que, par exemple, c'était une classe qui avait beaucoup plus d'attention, qui leur donnait beaucoup plus de projets, ils travaillaient d'une façon différente. Puis, nous, cette classe-là, là, on les haïssait parce que c'était comme les plus privilégiés, comme c'était c'était les génies de l'école, tu comprends? Puis nous, on était comme, shit. Il y avait une petite jalousie interne de ne pas être dans cette classe-là. Tu étais comme, yo, moi, je veux être dans cette classe-là. Moi, je veux y aller. Puis en plus, cette classe-là, ils étaient vraiment comme une petite famille là, réunie parce qu'ils étaient ensemble du premier de primaire jusqu'au 6e. Fait que... Non, for sure, c'est sûr. Mais tu sais, c'est comme quand tu vas passer ton cours, là, t'attends où est-ce que tu vas être pour l'année prochaine. Là. T'espères pas être dans le D encore. C'est comme, je peux-tu avoir B au moins? Je peux-tu avoir montré que j'ai fait du B, là? Mais est-ce que les gens, ils pouvaient monter dans ce genre de classe-là? Par exemple, si tu étais D, monter à B? Je pense qu'à un moment donné, genre, ils voyaient que tu étais trop avancé dans les D. Dans les D. Là, il t'a changé à B. Fait qu'ils te mettaient, c'est peut-être un B. On est dans B, là, pour pas, genre, paniquer les A. Non. Non, tu vois, les systèmes. Mais tu vois, quand tu te retrouvais peut-être dans les derniers cours, les personnes qui étaient dans les derniers, là, les DEF, là, aujourd'hui, là, c'est des personnes qui réussissent très bien. Ouais, souvent, ces gens-là, ils réussissent très bien. Il y a du monde très indépendant qui réussissent très bien, puis ils étaient dans les dernières classes. Les classes que tu étais jugé être dans les derniers parce que le système te classifie de cette façon-là. Non, toi, t'es un D, mon gars, là, comme... Mais c'est pour ça que je dis, comme, ce genre de personnes-là, il faudrait leur donner l'aide adéquate qu'il faut. Il ne faudrait pas vraiment les mettre dans une classe comme la nôtre parce que peut-être même pour eux, le fait de suivre la matière correctement, c'est vraiment plus complexe. Moi, je pense que le système, qu'est-ce qu'il devrait faire, c'est être capable de, tu sais, vraiment une certaine année, peut-être on dit troisième année. Ouais, c'est sûr Il y a un examen qui se fait pour définir jusqu'à date, genre, cognitivement, intérêt, ta créativité, ta passion, tu sais, vraiment, est-ce que tu es analytique. Il y a un petit examen qui devrait être capable de donner, je ne sais pas si ça existe actuellement, mais de juste évaluer tes rendus où, parce que les personnes qui... Admettons qu'ils échouent certaines parties, qui c'est très analytique, des calculs, du français, des trucs comme ça. Mais tu vois, ils ont comme ils ont des points. Parce qu'il ne faudrait pas juste que ça soit juste écrit. Il ne faut pas que ça soit écrit. Il faut que ça soit du manuel aussi. Genre, admettons, aujourd'hui, genre,
qui mettent quelqu'un, un jeune devant un ordi, puis voir vraiment c'est quoi tes capacités sur un ordi. Est-ce que tu es capable de vraiment, mettons, programmer sur ça? Ouais. Puis aussi, il faudrait, regarde, juste avant que je te laisse, j'irais même un autre truc manuel. Moi, j'irais carrément tu leur donnes juste une boîte de Lego, montre à quelle vitesse tu es capable de le monter, puis qu'est-ce que tu peux faire. Ouais. Juste pour voir à quel point. Imagine-toi, tu te rends compte, après ce test-là au complet, que la personne qui est super bonne, à 3e année, il est bon dans ses multiplications, mais il n'est pas capable de construire, genre, ou avoir une créativité à construire avec les Legos. Comme, le système devrait nommer comme, il y a peut-être quelque chose derrière ça. Ouais. Pareillement, lui qui n'est pas bon dans les mathématiques, mais il va te monter une œuvre d'art, que ce soit genre une voiture, un édifice, un avion, mais quelque chose de très genre... Parce que même quand tu montes un Lego, tu peux voir vraiment à quelle vitesse la tête fonctionne. Parce que imagine-toi, tout est couleur coordonnée. Comment résoudre ça? Toutes les pièces ont une fonctionnalité derrière ça. Parce qu'il peut y avoir lui qui va faire quelque chose de super nice, mais c'est toutes les couleurs sont mélangées. Il fait un édifice. Puis tu vois, imagine-toi les deux types de personnes. Il y en a deux qui font des édifices. L'édifice est tout blanc coordonné, boum. L'autre, l'édifice est tout coloré. Puis je pense que ça veut dire des choses. Puis je pense juste pouvoir avoir des examens comme ça à un jeune âge, évaluer comme... Tu sais quoi, au lieu de le faire chier, lui, qui n'est pas bon en mathématiques, mais il est excellent dans la créativité de bâtir un Lego, mais peut-être je vais le diriger faire des trucs plus manuels, plus créatifs. Puis je ne vais pas le rabaisser, puis... plus tard, puis lui dire, t'es pas bon en mathématiques, tu vas échouer pour le reste de ta vie. Fuck that. Moi, je pense que ça aussi, ça touche vraiment le terme de variation d'options dans le système. Parce que, par exemple, moi, j'avais des cours que ça servait juste à rien. À rien. Je pense que, par exemple, là, il n'y a plus le ECR. Je pense qu'en ce moment, c'est... je ne sais pas c'est quoi. Non, on a eu... Moi, dans mon temps, il y avait catéchèse. Tu sais, c'est quoi catéchèse? C'est religion, on parlait de Dieu. Il y a catéchèse et morale. Les Libanais, les musulmans prenaient genre morale, nous catéchèse sur Dieu, Jésus. Éthique et culture religieuse. Ça, c'est où est-ce qu'ils ont décidé d'abolir genre vraiment les deux. Puis, le catéchèse, puis mettre éthique et culture religieuse. Éthique et culture. Après ça, en ce moment, je pense qu'actuellement, c'est PPO, Explo et... c'est quoi PPO? C'est une affaire comme tu vas explorer des métiers, tu vas faire des... tu vas faire à quelle année ils te montrent ça? Genre une journée, à partir de secondaire 3 ou 4, je pense. Mais tu vas faire une journée d'essai dans un emploi, ils te donnent une liste où est-ce que tu peux choisir. T'appelles, tu dis, j'aimerais faire une journée d'atelier. Puis moi, par exemple, j'ai fait une journée à Saint-Ex en coiffure. Ah ouais? Ouais, c'était super intéressant. Oh shit, OK, nice. Mais tu sais, c'est quelque chose que, comme tu dis, moi, je pense que ce genre de test-là, ça serait vraiment nice qu'ils aient ça dans le système parce que ça te permet de découvrir. Et jeune âge. Ouais, surtout jeune parce que ça permet aussi aux parents de dire comme fie-toi plus à ça, fie-toi plus à l'autre, appuyer plus son enfant sur certains points qui seraient plus avantageux que d'autres. Mais tu sais, regarde, moi j'ai utilisé 2 exemples. J'ai utilisé les mathématiques puis j'ai utilisé genre à peu près les Legos. C'est 2 choses que moi, personnellement, j'étais bon. J'étais très bon en mathématiques. Moi, j'adore les Legos. Rapidement. J'adore les Legos. Mais les Legos, j'étais bon aussi dans les Legos, là. J'étais très... Je faisais des Legos sans mode d'emploi. Je faisais juste... Même au jour d'aujourd'hui, je trippe sur les Legos. Je trippe aujourd'hui à homme, père. Je trippe sur ça. J'en ai pas, mais je trippe. Ouais. J'adore regarder ça. Ouais. Mais, tu sais, regarde, moi, j'étais à l'université. J'ai gradué. J'ai un bac, là. Un bac de l'université du HEC. Est-ce que ça t'a vraiment servi à... Fuck that, là, comme ça. Regarde, c'est faux de dire que ça m'a pas servi. Je suis allé en gestion d'entreprise, marketing. C'est sûr que ça t'ouvre des portes. Ça a ouvert les portes, mais ça m'a beaucoup... Qu'est-ce que ça me garde? Moi, c'est pas le marketing ou la gestion d'entreprise que j'ai appris là. Moi, ce que j'ai appris de l'université, c'est pour ça que je voudrais aussi encourager pour les personnes de ne pas dire trop vite fuck that les études, parce que c'est faux. J'ai entendu qu'ici, à l'âge de 23 ans, tu peux aller directement à l'université, non? Gars, je suis rentré au HEC à 23 ans. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai pas été au cégep. Moi, j'ai fait mon truc en sonorisation. J'ai fait un AEC en sonorisation. Puis pour rentrer au HEC, ça prenait 4 ans après ton secondaire de temps plein, marché du travail. À 23 ans, moi, je l'ai eu, j'étais rentré. Mais à la fin, ça m'a pris 6 ans à temps partiel. Mais je l'ai fait, je l'ai fini.
ce que je peux retenir, ce que j'ai retenu de l'université, premièrement, je suis devenu une meilleure personne, vraiment à rédiger. Rédiger de la documentation, des plans d'affaires, des trucs de finances. Je suis très organisé dans tes affaires. Je suis capable de jouer dans la paperasse, faire des subventions. Je peux faire des trucs comme ça. J'ai appris à le faire à cause de l'université. Okay. J'ai appris à mieux maîtriser le français, mieux écrire aussi. J'ai appris aussi à travailler avec le monde, travail d'équipe. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne demande pas beaucoup. Tu as toujours, à l'université, presque à chaque cours que tu vas faire, tu vas avoir un travail d'équipe à remettre. Un travail individuel à remettre est un travail d'équipe dans un horaire à remettre. Puis dans le travail d'équipe, tu apprends à travailler avec d'autres personnalités. Il y a du monde aussi qui sont à l'université, puis il y a du monde stupide dans ces groupes-là. Ouais. Puis tu dois apprendre à dealer avec ça parce que tu es en groupe avec lui et la note finale dépend de cette personne-là. Mais tu apprends à gérer, vraiment à créer une genre de politique, comment gérer des personnes. Ça, je l'ai appris à l'université dans ce contexte-là, professionnel, corpo. À être ponctuel aussi avec les documents. Quand tu dois remettre un document, cette date-là, tu le remets. Puis ça, j'ai appris à le faire. Puis quelque chose d'autre, je suis en dernier, puis je te donne la parole. J'ai appris la parole, prendre la parole. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu dois faire des oraux, devant 60 personnes, plein de monde, sur un sujet que tu dois maîtriser. Puis, tu sais, quand je t'ai parlé de noyade, ouais. Ouh, j'ai bombe. Les noyades. J'ai bombe, j'ai eu des noyades orales. Puis le sentiment encore là, dégueulasse, c'est comme la fucking lumière, comme fuck. C'est comme devant plein de monde. Ouais. J'ai bombe, j'ai foiré des oraux. Ça fait chier à l'estime. Mais tu vois ces expériences-là. Oh shit. Regarde-moi aujourd'hui. Je parle très à l'aisement devant la caméra ou devant plusieurs personnes. Parce que cette expérience m'a appris à, tu sais quoi, comment parler devant au public. Et même la façon d'enregistrer toute l'information puis pouvoir le dire, c'est pas facile non plus. Fait que j'ai bombe pour aujourd'hui. Gars, je parle très confortablement devant un micro. Ouais. Et selon moi, ma communication s'est beaucoup améliorée durant ces dernières années. Puis selon moi, je communique bien. Je pense que le message se transmet très bien aux personnes que j'essaie de rejoindre, ce que je veux dire. Puis même au secondaire, même au cégep aussi, ils ne donnent pas autant cette opportunité-là de travailler en équipe. Moi, je n'ai pas encore eu l'expérience d'être à l'université, mais de mon expérience au cégep, tu sais, oui, on avait des travaux en équipe, mais c'était plus individuel, plus comme rivalité. C'était vraiment plus comme c'est qui le meilleur, c'est qui a les meilleures notes, c'est qui... Ça montre vraiment à être compétitif, plus que tout. Mais tu sais, gars, moi, je suis allé à l'université pour adultes. OK. Fait que dans l'université pour adultes, il n'y a pas cette rivalité-là. Peut-être si tu fais le bac vraiment, parce que moi, j'ai fait un bac par cumul, mais tu sais, c'était plus adulte que les étudiants, là. Parce que je travaillais, pour me payer les cours, il fallait que je travaille quand même temps plein. Okay. Fait que c'était ma balance que j'ai faite. Fait que quand tu le fais pour adultes, tu n'as pas cette rivalité-là de c'est qui a les meilleures notes. Parce que les personnes qui vont là, c'est parce qu'ils ont des jobs, ils ont des familles, et je vais à l'école, j'étudie, puis je décalisse après. Ils ont pas juste je suis pas ici, tu sais, vraiment aller j'ai pas un bal de finissant, là. Il n'y a rien de ça, là. Moi, j'ai des enfants à la maison. J'ai une job demain matin, là. Je travaille probablement. Ouais, exactement. Fait que fuck vraiment cette rivalité. Je m'en fous de ta note. Moi, je veux finir. Je paye. Je paye pour vraiment grandir, puis je veux ma fucking note, puis c'est tout. Ciao, bye. Fait que c'est un avantage quand tu es avec du monde plus mature. Tu sais, du monde plus qui font le bac vraiment l'horaire. Ben, c'est ça ta vie, aller à l'école. Tu as une job temps partiel. Puis par exemple, contraire. J'ai eu aussi j'ai eu l'opportunité d'avoir l'expérience de 2 types de cégep. Je suis allé à un cégep public et à un cégep privé. Puis c'est totalement différent. Genre, même l'ambiance. Si déjà au cégep public, il y a une petite ambiance de rivalité, l'ambiance publique, c'est encore plus comme c'est encore plus lourd, là. Ouais, tu le sens. Même en ligne. Moi, j'ai étudié en ligne. Puis c'est comme... COVID? Ouais. Ah, shit. J'ai eu le cégep pendant le COVID. Fuck vous tous. Par exemple, moi, mes examens du ministère de secondaire 5, je les ai ratés à cause du COVID. Ils me les ont annulés, puis j'ai passé direct. Let's go, système. Vous voulez les pandémies maintenant? Regardez ce que vous avez fait. Vous avez créé des monstres. Maintenant, ils sont au Black Box en train de wreck. Rosemont in the house.
Moi, Shop Santé. Aguardiente in the house. Shop Santé in the house. Salvatore in the house. Yo, vous êtes ready, guys. C'est Yellow Seed. On parle de génération. Ça, Millenniaux et Gen Z. Une conversation Z. ouverte. Toi, tu vois comment la musique dans nos différentes générations? Moi, sincèrement, ma musique francophone, là, détruite. Moi, je suis pas bon là-dedans. Je suis vraiment pas bon. Regarde, je vais dire la vérité. Moi, ma musique, parce que d'où je viens, moi, j'ai grandi dans du rap New York. Moi, j'ai grandi dans du 50 Cent. Okay. Voir 50 Cent, genre, killing it en ce moment, moi, j'adore ça. Parce que c'était mon idole, c'est vraiment mon rapper number one. Quand je suis arrivé à Montréal, c'est là que je suis rentré dans le reggaeton. Okay. Nice. Les yayades. Regarde, moi, quand je suis arrivé à Montréal, qu'est-ce qui jouait? C'était Zion et Lennox. Mais oui. C'était quoi le beat? Una locura. Attends, c'est quoi? Attends, toi, t'es arrivé 2005. 2003. 2003. Ça, moi, je n'étais même pas encore né. Attends, je vais jouer le beat de quand je suis arrivé ici, c'était quoi? Tu peux me donner tous les beats, tu sais? Moi, je suis dans l'époque de Danza Kuduro. Danza Kuduro, Oui. je l'ai connu. Danza Kuduro. Oh. Je suis dans l'époque de Danza Kuduro, du J Balvin, reggaetonero. Pas Don Omar. Non. Tu vois, moi, Danza Kuduro, c'est Don Omar, là. Moi, Don Omar, c'était déjà comme... Ça c'était commençait à old. être old. Ouais, ça a commencé à être old. Moi, il y avait Don Omar puis Wisin Yandel. Wisin Yandel maintenant et Wisin Yandel dans le temps, c'est pas la même chose. En ce moment, il n'y a pas le même love, mais dans le temps, il y avait du love, là, genre. Est-ce que tu as vu en ce moment la tiradera qu'il y a eu avec Jayco, Mora, puis... non. Mais tu vois, regarde, moi, maintenant que je suis plus vieux, je suis beaucoup déconnecté de la musique. Okay. Je suis pas bon pour te parler de musique. Parce qu'on dirait que ça a tellement évolué, la musique, pour quelqu'un comme moi, que j'ai pas vu pour les nouvelles vagues, j'en écoute quand même, mais j'ai viré beaucoup dans le domaine du podcast. Fait que si j'écoute quelque chose, ça va être du podcast, des audiobooks, des trucs comme ça, comme très peu de musique. Puis la musique que j'écoute, c'est des choses que j'essaie d'être à jour. C'est à quel âge que tu t'es dit comme oh shit, comme je suis vraiment plus à jour, ou oh shit, comme faut que je me mette à jour? Au début de la trentaine. Ouais. Au début de la trentaine, j'ai commencé à décrocher beaucoup. Parce que l'entrepreneuriat, j'ai commencé à 28 ans. OK, ouais, ça tourne autour Fait de 30. Qu'est-ce qui se passait, c'est que moi, si je voulais réussir, vraiment à être focus, je pouvais pas écouter la musique. Il fallait que, vraiment, pour travailler avec mes clients, vu que j'étais travailleur autonome, fait qu'il fallait que, que je remplisse ma tête de d'autres types de knowledge. Ouais. Du knowledge que je vais apprendre certaines choses, du knowledge qui va me donner du savoir. Fait que peu à peu, je commençais à délaisser la musique parce que la musique me donnait trop de distractions pendant que j'essayais d'être focus à être meilleur pour gérer ma business. Est-ce que tu aurais aimé ça continuer dans comment ça s'appelle en tant que producer? Bro, je suis producer aujourd'hui. Mais genre d'artiste, disons. Non. Je suis content de ce que je fais. Honnêtement, parce que c'est une évolution. Il y a une évolution dans le marché. Le podcast n'existait vraiment pas dans le temps. Là. C'était la musique. Dans tes idées? Non, mais regarde, parce que moi, mon allusion, c'est que dans le temps, j'avais mon studio dans ma chambre. J'avais mes speakers. Regarde, les speakers que j'ai, le gros sub derrière toi, ça, c'était mon studio que j'avais dans ma chambre à 20 ans. Là. J'ai deux speakers qui sont encore là. Les mêmes fils sont encore là. Ils fonctionnent. Il y a juste un speaker qui fonctionne sur les deux, puis le sub. Mais tu vois, ça va... Fait que j'avais mon sub, j'avais mon ordinateur. J'avais mes plugins. J'étais sur Reason et Pro Tools. J'ai une question curieuse. Est-ce que tu aimerais ça, à un moment donné, amener le podcast à Twitch, justement, sur la plateforme de stream? Ça fait 2 fois que tu mentionnes ça, puis on dirait que ça m'intrigue.
Ouais, Twitch, c'est une plateforme Honnêtement, ouais. très puissante. Maintenant que tu viens de dire ça, je suis comme, ouais, je suis dans l'amener là. Ça serait vraiment nice que, par exemple, tu fasses des lives durant les sets ou genre que ce serait intéressant que tu fasses quelque chose avec Twitch. Tu sais, qu'est-ce que j'aime de la génération Z, maintenant, l'écouter, qu'est-ce que j'aime vous écouter, malgré que dans certaines choses, des fois, vous pensez tout savoir, puis vous avez fuck all. Genre, vous êtes juste en train de répéter des choses que vous avez entendues, puis je suis comme, non, ça marche pas comme ça. Mais ce que tu viens de dire, ce que j'aime écouter, c'est justement des choses comme ça que moi, je ne sais pas. Parce que c'est du knowledge que moi, j'ai juste pas, je consomme pas juste pour être générationnel, pour d'autres raisons. Tu me dis Twitch, moi, je suis 100% down. Ça serait super Tu me dis nice. qu'il y aurait possibilité de faire quelque chose de nouveau là-bas, down. Ouais, ça serait super nice. Puis c'est pas une plateforme aussi compliquée que ça à utiliser, tu sais. C'est pratiquement la même chose que qu'est-ce qu'on fait ici, mais en live. OK, bet. On va le faire. Tu sais quoi? Quelque chose que je t'avais mentionné, je pense que ce serait le temps de prendre une petite pause de Yellow Seat. On va annoncer ça publiquement. C'est un fucking marathon que je cours depuis 4 ans maintenant. Enregistrer un podcast à chaque semaine, je le fais depuis 4 ans. Puis c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Non. Il y a eu beaucoup d'erreurs que j'ai faites. C'est pas que c'est facile. Aujourd'hui, regarde, je vais te dire, c'est pas que c'est plus facile. C'est que ça fait partie de ma routine. Fait que c'est comme. C'est vraiment rendu que c'est plus ta vie qui fait partie de ton travail. Ouais. Tout le monde dans ma famille, ma femme, tout le monde sait que j'ai un studio, tout le monde sait que j'ai un podcast. Ouais. Et tout le monde, ça fait genre juste 3 ans que genre mon horaire, 2 ans, que mon horaire c'est les mercredis à 6 p.m., je suis au studio. Ouais. Je suis en train de rec, Yellow Seat. Ouais. Puis je pense que c'est ça que j'aimerais peut-être changer. Premièrement, l'horaire, changer l'horaire. Ma vie va changer. Dans 2 mois, ma vie va changer complètement. Rendu là, tu sais quoi? J'ai juste tout changé. Ouais. Tu sais quoi? C'est ça qui va se passer. Dans 2 mois, ma vie va changer complètement. Pour le bon. Pour le bon. Wink, 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 wink. Pour le bon, ma vie va complètement changer. Tout va, je te jure. Ça va changer d'un jour au lendemain, ça va changer. Puis, je pense que je vais prendre ce moment-là justement pour renouveler qui suis-je. Ouais. Puis, pas non seulement toi, mais aussi ce que tu as ici, genre, ce que tu es en train de former. Parce que, veux pas aussi, il faut avoir des changements dans tout. Yeah. Puis, je suis content que toi, tu rentres dans cette étape-là de changement pour moi-même parce que toujours. Je pense que puis tu commences déjà à se voir que tu sais vraiment tu étais partie de l'équipe on aime que tu fasses partie de l'équipe. Maintenant, c'est vraiment l'intégration. Je pense que le test a été passé. Là, ça va être faire l'intégration. Puis tu sais, vraiment, tu rentres dans une bonne étape où est-ce que tu sais, on a besoin justement de quelqu'un qui comme toi là. Ici, la business est rendue là, elle peut se le permettre aussi d'avoir quelqu'un plus fluidement dans un rôle comme toi. Puis le plan, ça a toujours été de ton poste qui soit à temps plein. Ouais. Avec un salaire puis tout. C'est ça mon but aussi derrière ça. Tu vois. Puis j'apprécie beaucoup l'opportunité, comme je te l'ai déjà dit. Moi, je suis quelqu'un que quand je vois un projet que ça se donne, je m'y mets à fond. Vraiment comme je m'y mets à 100%. Puis si ça ne vaudrait pas la peine, je ne verrais pas pourquoi j'investirais mon temps là-dedans. Mais comme tu le dis, ça roule par lui-même. Ça roule par lui-même. Tu sais, je veux dire quelque chose assez personnel par rapport à Black Box. Il y a certaines choses que je ne partage pas dans les médias sociaux, mais si vous voulez savoir vraiment des choses très deep par rapport à ma vie et tout ce qui se passe, il faut que tu écoutes vraiment tout ce que je dis. Ouais. Mais ça, par rapport à Black Box, par exemple, c'est ma 3e business. C'est sûr qu'il y a encore des choses à améliorer et à corriger dans ma façon de le faire. Par contre, en très peu de temps, assez rapidement, à cause de mon expérience, j'ai réussi à la lever. Mm-hmm. Et non seulement la lever, la maintenir aussi. Exactement, parce que dès le premier mois, genre, Black Box se payait par soi-même. J'ai injecté de l'argent, oui. J'ai injecté beaucoup d'argent. Mais juste le fait de le faire rouler par-ci même en 1 mois, c'est quelque chose que pas n'importe Exactement. Qui. Puis c'est là que tout le monde qui veut se lancer en quelque chose, il
faut que vous commenciez à vous poser la question à quel point vous êtes sérieux. Ouais. Moi, à cause de ma maturité, de mon niveau d'expérience, mon parcours, puis tout, je suis rendu à une phase où je pouvais me permettre certains investissements. Fait que j'ai facilement investi minimum 30 000 pour C'est partir ce projet-là somme ici. d'argent. Puis assez rapidement, dès le début, le projet s'est fait. Il se faisait payer. Fait qu'il n'y a jamais genre un argent supplémentaire de mes poches. Il a Ok. fallu qu'il sorte d'ici Ouais. pour le maintenir. Moi, je pense que ça, c'est une des questions que j'aurais dû me poser au moment où est-ce que je me suis lancé en tant que photographe. À quel point je serais sérieux dans ce domaine-là. Parce que, veux pas, la première année, je ne le prenais pas autant au sérieux. Oui, j'étais comme la photographie et tout. Mais vraiment, au moment où est-ce que j'ai commencé à le prendre au sérieux, je ne me suis pas donné cette valeur-là que je valais quand je devais le faire. Genre, je laissais vraiment beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de très amical. Puis je suis quelqu'un de beaucoup de oh non, t'inquiète, je te laisse gratuit. Ou oh non, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Mais vraiment parce que ça vient de moi, pas parce que je veux quelque chose en retour ou quelque chose du genre. Puis c'est quelque chose que j'aurais vraiment dû faire attention quand j'ai commencé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus compliqué pour moi de dire non, je vaux telle chose, non, je me donne tel prix. C'est vraiment plus compliqué pour moi avoir cette parole-là ferme, de dire comme non, je veux tel nombre de choses. Merci de partager ça. Parce que, regarde, t'es encore jeune, t'es très jeune, t'as 20 ans. Puis ici, ce que je pourrais dire, avec moi surtout, tout ça, tu vas pouvoir l'apprendre. Ouais. Je vais pouvoir t'enseigner vraiment de comment plus tout gérer des conseils. Puis ça, c'est des conseils que moi, quand j'avais 20 ans, j'aurais voulu avoir. Je te partage quelque chose, quand j'avais 18 ans autour de là, c'est là que j'étais curieux, je voulais savoir si... Car moi, je cherchais un modèle. J'étais perdu, fait que je cherchais un modèle. Mhm. Mais je cherchais un modèle qui était un homme latino ici à Montréal qui a du succès. Un succès que moi, je considère que succès. Je le cherchais ici, puis back then, je n'ai pas trouvé. Je trouvais comme fuck. Il y avait des hommes de succès que je pouvais peut-être m'inspirer, mais il n'y avait aucun que je trouvais qui me ressemblait. Ouais. Puis je me dis, vraiment, plus que j'ai mûri, j'ai appris, je me dis que peut-être c'est moi qui vais devoir le créer, cette personne-là, à ma façon. En espérant de qu'est-ce que je vais pouvoir amener va pouvoir t'inspirer, toi, à 20 ans. Parce qu'à 20 ans, je me dis, si j'aurais eu ta place à 20 ans, oublie ça, à 37 ans, je suis quelque chose d'autre. Ouais. Parce que j'avais pas cette opportunité d'être dans un siège comme tu l'es en ce moment. Ouais. Puis rentrer au moins dans un lieu où est-ce que, oh shit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Si je m'y mets, puis en plus que je peux avoir quand même un petit gain derrière ça, non seulement un gain financier, mais un gain aussi knowledge. Ici, tu vas apprendre très vite, très rapidement, beaucoup de choses. Puis ça, c'est quelque chose que je remercie beaucoup aux gens que je m'entoure, surtout par exemple Milo, Nato, Palencia, qu'ils ont vraiment été les trois personnes qui m'ont vraiment plus suivi et encadré dans tout ce que je fais. Tout ce qui avait termes de business, termes amical, amitié, relation, je me fiais beaucoup à ces trois personnes-là. Puis gros shout-out à eux, gros cœur sur eux. Puis au jour d'aujourd'hui, je sais plus comme de qui me méfier, de qui faire attention. Surtout par exemple que moi, quand j'ai commencé à travailler dans tout ce domaine-là, j'ai eu des problèmes avec une certaine personne. Je ne vais pas dire de nom, mais j'ai eu des problèmes avec une personne. Puis j'ai travaillé gratuitement pour lui à peu près 3 4 mois. Puis il me disait toujours comment paycheck, payday, qu'il allait me payer, mais il me disait tout le temps non, je vais te le donner la semaine prochaine. Puis comme je te dis, moi je suis quelqu'un qui ne sait pas dire non, je suis pas quelqu'un qui a une voix dure, fait que je disais ok, c'est chill, ok, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, jusqu'à que ça a fait une grosse somme d'argent. Puis au jour d'aujourd'hui, je vois aucun sou de cet argent-là. Puis tu sais, c'est à ce moment-là que je me dis, yo, t'aurais dû mettre un stop et dire comme yo, mon argent, c'est mon temps, mon travail, mes efforts. Au moins avoir une certaine partie de cet argent-là. Malheureusement, tu apprends ces choses avec le temps, avec les expériences, puis aussi avoir le plus de monde. Une référence que j'ai faite dernièrement, qui est sortie une vidéo, puis je ne m'en rappelle même plus, mais c'est quand tu commences à comprendre les personnalités, quand tu commences à voir comment les personnes sont, c'est là que tu deviens beaucoup plus street smart. Parce que tu peux voir comment les personnes vont agir sur certaines conditions. Puis le plus vite tu réalises ça,
Puis en le réalisant, la vérité, c'est que tu dois tomber, tu dois te planter, tu dois avoir des mauvaises expériences, tu dois te noyer. Mais le plus vite tu rencontres ces choses-là, le plus vite tu peux passer à la prochaine étape, à être plus smart. Ouais, ça aussi, c'est vrai. C'est plus tu vis d'expérience, rien n'est jamais mauvais. Même ce qui est mauvais, parfois, c'est toujours bon. Puis surtout dans les expériences, en termes d'expérience, si tu as une mauvaise expérience, je sens que tu peux toujours sortir quelque chose de bon dans ça. À 24 ans, j'ai eu mon premier flop de business. J'étais associé avec des gars. Pendant une année, on a hustle. Moi, j'ai eu du succès dans mes responsabilités. Par contre, j'étais dans un mauvais groupe de personnes. On a échoué. Ça a coûté 124 000 à 24 ans, là. Mais tu vois, encore là, moi, j'étais à l'université. Je venais de commencer l'université en 23 ans. J'étais à l'université. Fait que cette expérience-là m'a appris des choses que l'université ne m'a jamais enseigné. Non, puis Ça a été avec qui travailler, comment travailler avec certaines personnes. Tu l'apprends avec le temps, bro. Comme, il n'y a pas de livre magique, là. Des projets foirés, il y en aura tout le temps. Mais il faut juste, comme on avait dit depuis le début, savoir comment gérer cette pression-là, savoir comment gérer cette situation-là. C'est ça ce qui va te différencier des autres. Parce que si tu es là, tu dis, ah, yo, j'ai foiré, bon, je vais laisser ça de côté, puis je vais attendre que quelque chose d'autre, une autre opportunité me tombe dans les mains, ça va jamais arriver. Ça va jamais arriver. Fait que, Ouais, non, attendre pour une opportunité, c'est la pire des choses parce que, justement, j'ai rencontré, il y a une femme qu'on dans l'entourage, il y a quelques années, on a pris des distances, puis à cause que j'ai eu il y a eu un appel genre déclenché de mon téléphone par erreur vers cette femme-là. J'ai pas parlé depuis genre 3-4 ans environ. Non, 3 ans environ. Puis, OK, on s'est parlé, on a pris des nouvelles. Puis, quelque chose qu'elle a dit, où est-ce que j'ai comme, oublie ça, là, oublie ton projet. Elle a dit à la fin, ouais, moi, je m'attends que peut-être dans 3 ans, là, genre, je vais être à mon compte, puis je vais être indépendante. Je suis comme, oublie ça. Premièrement, 3 ans, c'est longtemps. Le fait que tu t'es donné 3 ans pour devenir indépendant, oublie ce projet-là. Si tu voulais vraiment être indépendant, tu l'aurais fait live. Fait que, guys, du moment que vous donnez une date future dans laquelle vous voulez lancer votre projet entrepreneurial ou de hustle ou whatever, oubliez ça. Ça ne marchera pas. Je connais. Je connais ce game-là. Tu sais, moi, quand j'ai parti ma business, mon agence marketing RM Strategy, que c'est toujours actif, ça fait genre 8 ans que ça existe. Moi, j'avais écrit mon plan, je planifiais tout vraiment comme lâcher ce job-là parce que je l'aimais vraiment pas, puis commencer à mon compte. Là, j'étais avec ma femme que je suis aujourd'hui, je disais, puis elle me disait, t'es-tu sûr, tu attendre un meilleur moment? Elle n'a pas la même tolérance au risque que moi j'ai. Là. Moi, je suis saute. ça aussi, la tolérance au risque, c'est quelque chose que pas tout le monde a. Faut que vous devez savoir, connaître votre tolérance au risque. Fait que, elle m'encourageait pas à le faire. Elle m'encourageait à suivre mes rêves, mais pas à le faire. Par coïncidence, cet emploi-là m'ont foutu dehors. Illégalement, premièrement. Fait que, beaucoup de choses s'est passé durant cette période qui m'ont foutu dehors. Puis je parle pas de cette période-là, ça a duré quelques heures dans ma tête. Moi, dans ma tête, je voulais déjà abandonner ce job-là. Fait que, eux, ils ont juste ouvert la cage. Ils ont fait, vas-y. Fait que moi, je me suis pas stressé. Là. Je suis comme, ah ouais? Ciao. Bye. Chômage. Fait que les choses arrivent drôlement parce qu'à cause que c'est eux qui ont tiré la plug avant moi. Rien n'arrive pour rien. J'ai eu du chômage, puis le chômage m'a aidé à me partir. Ouais. Ça a aidé une contribution. Rien n'arrive pour rien. Mais ça m'a aidé, puis à cause de ça, je suis jamais retourné derrière. Est-ce que tu penses qu'une personne, pour partir un business, doit bien se connaître d'abord avant de faire quelque chose, ou tu penses qu'il pourrait y aller Parce que, par exemple, si tu lances un business, mais tu ne connais pas assez ta marge d'erreur, tu ne connais pas assez ta marge de risque, tu ne connais pas assez... C'est plein de petits détails que je sens qu'il faudrait que tu connaisses sur toi avant de pouvoir lancer ton business. Regarde. Parce que je sais que tu fais aussi du coaching. Ouais. Du coaching, non? Ouais, je fais du coaching autant entrepreneurial ou marketing. Là. Ouais. Merci de le soulever. Définitivement, à cause j'ai l'expérience. Moi, je suis une personne qui s'est lancée, qui a foiré très vite.
Puis c'est ça, les médailles. Si tu me vois aujourd'hui, c'est j'en ai beaucoup de shit que j'ai fait, puis je peux vraiment aider beaucoup de la prise de décision. Qu'est-ce que je pourrais dire derrière ça? C'est que, premièrement, on va encourager à faire un plan d'affaires, par exemple, connaître tout. Oui, mais il y a beaucoup de choses que tu vas connaître à cause que tu es en train de le faire. Ouais, du processus. Ce que tu dois savoir par rapport à tout ça, quand tu vas te lancer, par exemple, tu dois te connaître toi. Vraiment connaître c'est quoi ta tolérance au risque. Si tu perds 10 000 combien tu es prêt à est-ce que comment tu vas te sentir derrière ça? Est-ce que tu es prêt à le perdre ou tu te sens pas sûr? Du moment que tu as peut-être genre un doute, tu n'es pas prêt pour ça. Du moment que tu dis, regarde. Parce que si tu as 10 000 20 000 30 000 puis c'est ça que ça coûte vraiment pour faire ton entrée à le hustle, tu es prête à le perdre, tu es prêt pour te lancer. Parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est que l'investissement à soi-même, c'est le meilleur investissement que tu vas faire à vie. Ouais. Parce que tu peux gamble puis mettre 10 000 mettons, sur ton équipe de sportifs préférés et ils perdent. Tu viens de perdre 10 000 ou je peux prendre ce 10 000 et le mettre en moi-même. La différence entre les deux, c'est que moi, j'ai contrôle dans un des investissements. C'est, quand j'investis sur moi-même, j'ai le contrôle sur moi-même. Fait que si je perds le 10 000 c'est parce que moi, je ne suis pas capable d'avoir du contrôle sur moi-même. Ouais. Fait que si tu mets 10 000 sur toi-même, avec confiance que tu es prêt à le perdre, c'est parce que tu es capable de le faire. Ouais. Parce que tu viens d'investir sur toi-même, tu es prêt à le perdre, ça veut dire que tu es capable de le faire. Puis si tu es rendu à cette étape-là aussi de ton processus de te connaître toi-même, you're ready. OK. Puis par exemple, à part l'expérience, qui serait un des affaires du pourquoi tu arrives autant bien à gérer tout ce stress-là, comment tu faisais pour gérer, par exemple, ta marge d'erreur, pour dire, OK, ça, c'est ma marge d'erreur, puis ça, c'est ma marge de risque. Comment tu faisais pour délimiter ça? Avec le temps, mais tout d'abord, il faut que tu fasses des erreurs. Le conseil, je pourrais dire, fais tes erreurs très rapidement. Fait que ça revient à l'expérience. Ouais, ça devient à l'expérience. Fais tes erreurs très rapidement parce que le plus rapidement tu fais les erreurs, le plus rapidement tu apprends. Ouais. Attends pas de juste toujours avancer vraiment tranquillement. Là. Puis quand tu fais surtout dans les débuts. Là. À ton âge, fuck that, fais des erreurs très rapidement. Puis pas les laisser traîner comme les réseaux, de chercher. Exactement. Investis-toi, comme l'autre femme qui est venue, qui dit si tu vas t'investir puis faire une faillite, fais-le en bas de 25 ans. Ouais. C'est plus rapide à le faire à 20 ans, de se relever. À 27 ans, tu peux recommencer. Contrairement à faire une faillite parce que tu n'étais pas sûr à 32 ans, puis là, à 39 ans, c'est là que tu te libères de ce problème-là. Le niveau de maturité, puis j'ai compris là, vraiment qu'est-ce que ça voulait dire. Parce que tu vas te relever beaucoup plus vite. C'est pas qu'on encourage la faillite, mais c'est l'extrême. Ouais. C'est l'extrême des choses. Fait que le plus vite tu te lances, le plus vite tu fais des erreurs, le plus vite tu apprends, le plus vite tu grandis. C'est ça la mathématique derrière ça. Ouais. Parce que si tu fais juste planifier, premièrement, tu ne connais pas c'est quoi ta marge d'erreur. Tu ne connais pas tous les chiffres qui vont aller mal. Ouais. Parce que tu as juste planifié basé sur tes connaissances et de l'information externe. Que toi, tu n'as même pas encore géré comment tu vas gérer quand tu vas tomber dans la merde. Ça, c'est un autre, un autre pouvoir que tu développes avec le temps. J'ai 37 ans. Tu sais quand tu vas tomber dans la merde. Je suis tombé dans la merde cette année, là, puis c'était dégueulasse, là, mais je l'ai géré. Ouais. J'ai dormi à la fin de la journée, j'ai dormi. Mais, voilà 10 ans, j'aurais mal dormi. La différence, c'est l'expérience et la maturité. Comment tu tolères ton risque, comment tu le gères, puis tu connais ta marge d'erreur. Ah, intéressant. Intéressant, ça. Fait que, c'est aussi simple que ça, se lancer dans ces projets-là. Ouais. Fait en ce moment que tu viennes, il y a un petit risque que tu prends à venir avec nous aussi. Là, que tu pourrais, regarde, moi, une autre chose par rapport, j'étais dans la musique, puis tout ça, mais à 20 ans, j'ai commencé à travailler chez Bell aussi. OK. Fait que je travaillais temps plein chez Bell. T'aurais pu aussi sortir quelque chose de chez Bell. J'étais là 3 ans. À la 3e année, je voulais juste m'attacher la corde au fil. Yo, genre, je voulais me tuer là, à travailler là. C'est vrai que laquelle de tes pires expériences en travail autre que production? Bell, c'était une belle école. Bell, c'est une belle école. Je voulais m'étrangler, mais c'est une belle école.
La pire expérience que j'ai eue, c'est le dernier emploi avant que je me lance à temps plein. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est dans un bureau, une compagnie qui faisait des recherches commerciales, des crédits. Moi, j'étais un vendeur, puis l'environnement était toxique. C'était tous des Québécois racistes, puis moi, j'étais le seul latino. J'étais le plus foncé sur 2 ans d'employé. Fuck off, là. Puis moi, j'étais vraiment tête dure, puis j'étais très hustler, même then. Ouais. J'étais très marketing, puis c'est une compagnie qui évoluait très lentement. Ils imprimaient beaucoup de papier. Moi, je suis comme, pourquoi on n'envoie pas un courriel? Tu me fais imprimer 10 pages quand j'aurais pu envoyer un courriel, un PDF. Pourquoi? Ils n'aimaient pas ça, cette attitude-là. Fait que c'était juste toxique. Ça a duré 1 an. Ils m'ont foutu dehors, puis c'est là que je suis devenu qui suis-je aujourd'hui. Est-ce que tu penses que les business gérés à la façon moderne vont toujours accélérer leur processus de grossissement que les entreprises gérées à l'ancienne? Non, c'est sûr, l'ancienne, ça va tomber. Cette entreprise-là, je ne sais même pas si elle roule actuellement. Okay. Ce que j'ai entendu, c'est devenu très petit à cause de cette mentalité à l'ancienne. Mais par exemple, la dernière fois, on parlait qu'un restaurant qui est ici sur le coin de la rue, qu'eux, ils sont vraiment comme à l'ancienne. À l'ancienne, c'est un restaurant italien, je pense. Ouais. Mais eux, ça se voit qu'ils ont déjà leur clientèle de fixe, que ça roule très bien. Ça, c'est ce restaurant-là, est-ce qu'on peut le nommer? Est-ce qu'on le nomme? Gentil. L'affaire avec Café Gentil, c'est que c'est un branding. Okay. C'est pas un café, c'est pas un resto, c'est un branding. Tout le monde vient au Café Gentil pour certaines choses. Okay. Fait que peu importe que la couleur, le niveau de modernisation qu'ils font, ils viennent pour quelque chose. Ils viennent pour le branding gentil. Même, je pense que ce serait une mauvaise idée qu'ils décident de fucking rénover cette place-là, de le rendre moderne. Ça, je pense que ça serait la pire erreur qu'ils pourraient faire. Okay. Parce que ça va enlever le branding. Quand tu vas là, c'est un café italien. Tu sais, tu connais la réputation. Ouais. Puis ils font ça, ils font des sandwichs au poulet super bons, des pas. That's what it is, ça le branding. Ça, le branding, ouais. Moi, personnellement, comme marketeur, je ne conseille pas qu'eux fassent un rebranding genre esthétique. Garde ça jusqu'à la fin. Ouais. Non, mais c'est ça, je voyais comme un peu différent entre chaque business. J'étais comme, est-ce que je pense que le moderne, c'est sûr que ça va toujours rouler plus vite que l'ancien. Mais il y a certains business qu'ils gardent toujours à l'ancienne, puis ça roule autant qu'un business à la moderne. Tu sais, il faut juste que tu sois capable de t'adapter, premièrement. Ouais. La vérité, c'est que eux qui s'adaptent, c'est eux qui gagneront. Toute est question d'adaptation. Si tu refuses de t'adapter, tu vas perdre. Par défaut, tu vas perdre. Fait, actuellement, beaucoup de personnes parlent que AI va prendre nos jobs. C'est faux. AI va juste améliorer ta fucking job. C'est sûr qu'il y a des jobs qui vont se perdre, mais les entreprises qui vont exploiter AI pour réussir, ben c'est sûr qu'elle qui exploite AI pour faire ses jobs va gagner plus rapidement parce qu'elle va avoir plus de temps, plus efficace, moins de marge d'erreur, moins de ressources humaines. Moins de ressources humaines, moins de dépenses sur les salaires, plus d'argent, de capital pour réinvestir en que ce soit genre des opérations ou sinon l'expérience client, le produit, ou sinon juste plus de profit. Les éditeurs, ils font partie de ces travaux-là. Ça beaucoup, moi, j'édite beaucoup, puis toi aussi, tu édites beaucoup. Puis, tu sais, ça ne nous enlève pas du travail, mais ça simplifie nos tâches. Ouais, tu peux livrer plus rapidement. Fait que dans le fond, tu peux prendre plus de jobs puis livrer plus rapidement. Ouais, de la façon à laquelle, comment tu l'utilises, tout va dépendre de comment tes résultats vont sortir. C'est sûr que si tu laisses que le AI fasse tout le travail pour toi. Regarde, je vais partager quelque chose que j'ai expérimenté AI, puis encore genre une job manuel. Adobe, par exemple, comme nous autres, on édite tous nos shit sur Premiere. Mm-hmm. Fait qu'on édite sur nos shit sur Premiere. Puis là, Adobe aussi, pour l'audio, il y a un AI. Ouais. Fait que Adobe, pour AI, pour améliorer le AI, j'ai utilisé, puis ça marche super bien. Par contre, j'ai vu les défauts. J'ai vu les faiblesses de ça. Parce que certains, quand les sons sont trop bas, ils deviennent très électroniques en haut. Okay. Il va trop essayer de monter, genre d'harmoniser la wave, que ça devient électronique quand la voix est trop basse. Okay. Fait que AI n'a pas réussi à corriger ça. Puis là, j'ai commencé à travailler sur une autre plateforme, Adobe Audition. Ça, je ne la connaissais pas.
je connaissais pas. Je viens de commencer ça. Ça fait Ça, partie de la même... c'est que de l'audio. OK, que de Tu l'audio. peux avoir un multi-track. Ça fait 2 fois que je l'ouvre, puis je suis comme, oh shit. Il faut que tu sois plus manuel. Ouais. Puis j'ai rentré des plugins, des trucs comme ça. Je suis comme, oh shit, le son est 1000 fois meilleur. C'est incroyable, Fait que j'ai édité un balado, puis je l'ai mis sur AI. Oh, si je me sentais mal parce que ça pognait mal, vraiment une certaine wave. Justement, c'est électronique. Parce que C'est la sûr voix que était trop basse. cette touche-là humaine va toujours faire la différence. Quand j'ai rentré sur Audition, que je viens de connaître, puis c'est une beauté parce que Audition, il y a les mêmes, genre, il bouge comme Premiere. Fait que si tu sais comment manipuler Premiere, tu sais comment manipuler Audition. Tout genre les screens, les zoom in, zoom out, tout est pareil, les mêmes boutons. C'est wack aller dans une autre application puis les presets sont tous différents. C'est comme fuck! Ouais. Faut que tu apprennes quelque chose de nouveau. À nouveau. Ça, c'est tous les mêmes presets. Je suis comme nice. Fait que je commence à utiliser puis je suis comme damn. Yo, mon audio là, elle vient d'améliorer. C'est Ça incroyable. m'a pas pris plus de temps. C'est juste des bons plugins, une bonne plateforme. Ouais. C'est incroyable les ressources qu'on a dans nos mains, puis que souvent beaucoup ne savent pas ou juste comment les utiliser. Mais quand tu sais les utiliser, oh my god, c'est des pépites d'or. Fait que, honnêtement, guys, tout ce que je viens de dire, le prix vient d'augmenter. Je vous dis exactement ce que j'utilise. Je vous dirai pas mes plugins. Je vais pas vous dire les plugins là, qui vont juste te donner une voix tellement crisp puis vraiment tout isolé. Je vais pas donner mon petit cocktail que j'ai trouvé. Parce que c'est des plugins individuels que tu dois tester, mais j'ai trouvé une bonne balance. Puis étant donné que j'ai un background en sonorisation, j'amène quand même du knowledge. Quand j'ai ouvert ça, je suis comme, oh shit. J'aurais dû avoir On ça pendant que j'étudiais. Mais justement, j'étais sur Pro Tools back then. OK. Fait que je savais comment travailler le son. Mm-hmm. Mais je te dis comme, oh shit, je travaille du son encore une fois comme je faisais il y a 20 ans. Ouais. Mais maintenant, sur Adobe Audition, fait que shout out, ça c'est dope. Shout out à Adobe. Ça là, je vais donner quand... Mais fuck, la plateforme est 30$ de plus. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Moi, je paye pour Adobe à l'année. Bon, c'est comme $500, je pense. Ouais. C'est cher. Vous n'avez pas le choix de payer. Fait que ça, c'est le prix. Fait que c'est pour ça que, guys, quand on fait des prix, ben, il y a un prix de technologie, d'opération, de skill. Ça aussi, aux personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît, essayez pas de, de gratter de plus du prix de qu'est-ce qu'on donne, parce que si on donne ce prix-là, c'est pour quelque chose. C'est parce qu'on sait qu'est-ce que le matériel coûte, on sait qu'est-ce que les heures de travail coûtent durant la production, puis durant le editing, puis payer les employés, c'est pas gratuit. Il y a des coûts, là, comme fuck, ici, à payer un loyer, là, comme... Ouais. Moi, je pense que le Black Box, c'est cute, là. Très cute. Je sais pas, sur une note sur 10, je serais curieux de savoir vraiment une note sur 10, combien vous donnez à Black Box. Ben, chaque invité, chaque fois qu'ils viennent, ils sont comme c'est super nice, c'est super bien fait. Ça, je le reçois souvent. Ouais. La première impression. Fait que moi, mon marketing derrière le Black Box, c'est la première impression. La première impression, ouais. Je travaille très fort pour que la première impression soit top. Ouais. Puis je vais partir des trucs autant que ce soit la propreté, l'esthétique visuelle, mais l'odorat. L'odorat, le marketing aromatique, j'adore ça. Parce que j'aime ça contrôler comment le Black Box rentre. Parce que si tu rentres au Black Box et tu fermes les yeux, tu vas déjà sentir mon marketing. Ça va être une odeur de propreté, mais sinon une odeur de vraiment... Du sérieux. Fait que moi, mon but, comme je te dis, quand je te pousse au marketing, je le pousse loin. Puis je veux que les personnes rentrent pour la première fois au Black Box, ferment les yeux, puis Qu'ils se sentent à l'aise. Exactement. Juste par sentir, c'est du marketing. Mais moi, sincèrement, c'est une des premières impressions que j'ai eues quand je suis arrivé pour les premières fois. Marc met beaucoup en sens. Ouais. Beaucoup. Parce que je lui ai partagé, je dis comme, yo, bro, odeur est importante. Puis la première chose que j'ai fait, c'est comme, oh shit, ok, comme là, le vibe est nice, le vibe est comme cálido. Ouais. Nice. Nice, c'est ça que j'entends. Ouais. J'entends. Tu sais quoi, je pense que je viens de penser à ça. Donc, pour toutes les nouvelles personnes qui vont venir au Black Box, ils doivent laisser une note. Il va y avoir une façon de rentrer au Black Box à partir de maintenant, c'est votre première fois. Vous fermez les yeux puis vous rentrez au Black Box. Ouais. Et vous donnez une note sur cette expérience-là. C'est tout. Même sans regarder le studio. Juste rentrer, fermer les yeux. Exactement. Tu ouvres la porte, tu fermes tes yeux puis tu fais 5 pas devant.
et tu donnes un rating. Ouais. Moi, je veux que tu donnes mon Google Review basé sur les 5 premiers pas, les 5 premiers secondes que tu es les yeux fermés. Ça serait nice. Fait que vous savez déjà, les nouveaux, quand vous allez à une heure, Google Rating. Vous savez, shit, ça fait combien de temps, là? Ça fait 1h30. Ouais. OK, y a-tu d'autres choses? Super dope. J'aime ça. Ouais, c'est vraiment nice. Yo, on a du content. Ouais, super content. On a du content ici. On part pas une seule journée. Oh, fuck. Non, justement, regarde. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que c'est drôle les sujets qu'on a abordés parce que... On est allé un peu partout, sincèrement. Ouais. Parce que, regarde, je t'explique, parce que, tu sais, je t'ai mentionné que quand j'avais 20 ans, je cherchais un idole. Ouais. Drôlement, la personne qui allait venir aujourd'hui, je ne vais pas dévoiler son nom, déjà que peut-être c'est déjà genre sur mon chest, mais cette personne-là, selon moi, il représente justement une idole latino que peut-être tu veux voir qui il est. Oh shit, ouais. Tu m'inspires. C'était l'invité que malheureusement, pour plusieurs raisons, il n'a pas pu se présenter, mais regarde, on n'a pas perdu un podcast day. On a eu un nouveau invité, le technicien. Ouais. Yo, on a baptisé Chicano. Oui. Chicano Santiago. Ici, regarde, peut-être plus wrap-up dans 10 minutes. On dirait que ça me tente de continuer avec un dernier aguardiente. Yes. Est-ce que tu vas beaucoup au cinéma? T'aimes ça le cinéma? Non, regarde, j'ai un bon salon là, avec un gros écran. Fait que, mais on est allé, il y a un mois, le premier cinéma de ma fille. On est allé voir une animation qui s'appelle Migration. Fait que c'est l'histoire d'une famille de canards qui n'ont jamais immigré dans le sud. Okay. Puis ils se font influencer par un autre groupe de canards à immigrer dans le sud. Puis le père, il a peur. Mais le petit gars, il veut aller comme oui. Là, tout le monde dans la famille est down, sauf le père, parce que lui, mais c'est confortable ici. Pourquoi tu veux aller là-bas? C'est dangereux, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ici, dans notre lac, c'est confortable, restons ici. Fait que là, il décide de vraiment dire, tu sais quoi, famille, on s'en va immigrer. Puis on s'en va migrer en Jamaïque. Oh shit. Fait que c'est ça le film, là. C'est super nice. J'ai une question. Comment tu vois... est-ce que tu as écouté que... ça, pas récemment, ça fait quand même un bout. TikTok allait être supprimé des États-Unis. Bon sujet. Comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu en penses? Regarde, les effets? Il y a plusieurs angles. Il y a des angles que j'approuve d'autres personnes qui ont mentionné. Il y a mes propres approches aussi. Les grands angles que reconnaître derrière ça, c'est que il ne faut pas que ça arrive parce que quand tu donnes le pouvoir au gouvernement à, on va dire dans ce cas-là, cancel une application qui donne de l'information, okay. Tu donnes au pouvoir au gouvernement l'accès à dire qu'est-ce que tu vas écouter et qu'est-ce que tu ne vas pas écouter. Okay. Fait que ça, c'est vraiment la problématique. Il ne faut pas que, que TikTok s'en aille des States. Premièrement, si ça en va des States, le Canada va le perdre aussi. Ouais. Parce que, premièrement, nous, on ne va pas... même si le Canada dit, nous, on continue, que ça n'a jamais arrivé, mais parce que le Canada va soutenir les États-Unis. Fait qu'est-ce qui va se passer si ça en va des States? On va perdre tout le contenu des States. Par la suite, le Canada va suivre. Fait qu'il n'y en aura plus de TikTok ici. Puis du moment qu'on a donné ce pouvoir-là au gouvernement de juste complètement abolir une application qui donne l'information, oui, ça donne du divertissement. Oui, ça donne beaucoup de shit qui ne sert à rien, mais ça donne beaucoup d'informations. C'est là que l'humanité vient de perdre le contrôle sur l'accès à l'information. Okay. La liberté d'expression. Ouais. Parce que l'affaire, tu es en train de juste de dire que, le gouvernement... Je comprends la raison pourquoi ils ne veulent pas, parce que c'est une compagnie chinoise qui détient beaucoup d'informations derrière ça. Fait que oui, la Chine a une des raisons shady pourquoi ils font ça. Mais tous les États-Unis aussi, ils collectent autant d'informations sur toi. Fait que c'est shady des deux bords. La seule chose qui fait chier les États-Unis, c'est que c'est pas cette information, c'est pas nous qui la contrôlons, c'est vous. Fait que vous n'avez pas le droit de l'avoir. Fait que c'est la première chose qui va se passer. Fait que non, il ne faut pas que ça arrive. Est-ce qu'il faut mettre du contrôle? Oui, il faudrait mettre du contrôle. Apparemment, on l'a déjà tout entendu que TikTok chinois, c'est des trucs très éducatifs, des trucs qui vont
qui va inspirer beaucoup, tu sais, vraiment la connaissance ou vraiment quelque chose d'intelligent. OK. Contrairement le TikTok Amérique du Nord, mais c'est des shit divertissement axés sur des sujets très sociaux ou sur des shit stupides dans lesquels on fait juste perdre notre temps devant. Les On gars, n'est pas en train comment- d'apprendre. Disons plus comme des chismes. C'est plus... TikTok Amérique du Nord, c'est plus chismes que Chisme, TikTok ouais. chinois. Exactement. Fait que ça, c'est peut-être. Je suis d'accord que, tu sais quoi, peut-être si on pourrait mettre. Si on pourrait encourager, pas bloquer les chismés, juste mettre plus de choses intelligentes Intéressant, devant. Ce serait une amélioration. Fait que toi, tu verrais ces points-là comme des points mauvais ou des bons points? Bannir, c'est mauvais. Améliorer, oui. Puis le problème d'un point de vue canadien aussi, je l'ai mentionné, c'est que le Canada va tout suivre. Le Canada a 0 colonne. Ouais. Ils vont tout suivre qu'est-ce que les États-Unis font. Fait que, fait que nous, par défaut, on va perdre cet accès-là. Je jouais à l'avocat du diable. Tu sais quoi? Oui, j'aimerais ça que TikTok soit banni des États-Unis parce que par défaut, il va être banni du Canada. On n'aura plus accès à cette plateforme-là. OK. La raison pourquoi je dis ça, c'est que si ici, en Amérique du Nord, on est assez fort, puis ça va se passer parce qu'on sait déjà c'est qui va le faire, mais il y a une plateforme qui va naître. Parce que du moment que tu interdis, tu donnes une interdiction, une restriction à l'être quelque humain, chose. l'être humain va toujours trouver une façon Faut y aller. de se faire alimenter ce Ouais. besoin-là. Fait que Ouais, le ouais. besoin d'avoir un TikTok existe. Maintenant, si TikTok n'existe plus ici, c'est l'opportunité pour une compagnie américaine ou canadienne de la créer, de faire une version ici qu'on va pouvoir devenir vraiment le TikTok Amérique du Canada, Nord. ouais. Ben, justement, avant TikTok, c'était Musical.ly. Ouais. Ouais. Fait que ça serait ça le bon côté des choses, puis l'économie irait vers nous. Tu sais? Ouais, ça aussi, c'est bon. Fait que, mais on s'entend que c'est qui peut le faire? C'est Meta. C'est vrai. Les seuls qui Ouais. peuvent se permettre de vraiment bâtir une application comme ça qui C'est va. Meta. C'est ça, Meta. Ils ont déjà Instagram. Fait qu'ils vont juste soit pimper Instagram de plus. Ouais. Ah, intéressant ça. Bon. Je pense que la fin arrive, la gorge est plus capable. Ouais. Bon, on va mettre fin à... Fait que ce fut un Yellow Sea Podcast Black Box Experience Backstage Special. Aujourd'hui, c'était avec notre technicien audiovisuel, El Chicano. Hey yo! Let's go, guys, Yellow Sea Podcast.